de Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Mais où est-ce qu'il est? Le son était mauvais la première fois, c'est la télé. Je veux dire, l'aventure est plus grande quand on a le premier rôle. Le premier rôle féminin. Non, c'est toujours plus intéressant, bien sûr, puisqu'on est concerné bout en bout par un film. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la 7ème prise, là je sais plus combienième de cette saison parce que je n'ai pas du tout compté. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagnée de mes fidèles compagnons. Je commence par toi, Mazarine. Salut, je crois que c'est le 4e épisode. Le 4e Il me épisode, semble. peut-être. Noémie, Bonjour. Lou, Bonsoir. et enfin, comme toujours, Gwenaël, Salut. avec son survêt Paris, le foot, Représente, j'ai piqué le pull au daron. qui est pas du tout la thématique du jour, foot et cinéma qu'on n'aurait pas du tout prévu, je pense. On ne prévoira pas. On ne prévoira pas non plus, mais aujourd'hui, la thématique est bien plus importante, car nous allons parler d'un célèbre réalisateur que nous aimons à peu près tous. Aujourd'hui, Gwen, qui est le réalisateur ? Alors aujourd'hui, on va parler de Bong Joon-ho, qui est un réalisateur du coup coréen. Pour revenir un petit peu de manière biographique, il a d'abord commencé les études dans la sociologie. Il réalisera ensuite son premier court-métrage du coup avec une caméra 16 mm. En 95, du coup, son premier court-métrage, il remporte un premier prix. C'est un genre de prix étudiant qui récompense voilà, des petits films. Et par la suite, voilà, il va assez vite monter, etc. Avec ses prix. Et du coup, il réalisera du coup son premier long métrage en 2000 qui sera Barking Dogs. Ouais. Il enchaînera très vite avec en 2003 du coup l'un de ses films les plus célèbres qui est Memories of Murder. Murder. Mhm. Je vais te faire ça un jour. Donc c'est une carrière, il a finalement pas énormément de films, mais tous les films qui ont eu soit un retentissement critique important, soit un impact culturel très important. Ouais. Par la suite, il enchaînera avec des films comme The Host, qui est genre un film de kaiju, donc parce que Bong Joon-ho c'est un cinéaste qui est avant tout extrêmement cinéphile et très culturé, et ça se ressent tout dans la totalité de son cinéma. On se culture ici. C'est culture. Et C'est le podcast de la culture. Sans doute. podcast culturel. Sa première coproduction internationale, on pourrait penser que c'est du coup Snowpiercer, mais en réalité, c'est en 2008 où il réalise un film avec Léo Scarax et Michel Gondry Effectivement, qui s'appelle Tokyo. on en parlera, ouais. Et du coup, il revient par la suite avec Mother, qui sera présenté en compétition au Festival de Cannes. En 2013, il enchaîne avec Snowpiercer. En tout cas, pour lui, le sacre arrivera du coup en mai 2019 avec la sortie de Parasite, qui remportera du coup plusieurs prix, dont la Palme d'Or et 4 Oscars. Du coup, il égalera du coup le record qui était détenu jusque-là par Walt Disney de 4 Oscars en une seule soirée. Ouais. Et cette année, il a sorti son dernier film en mars, du coup, Mickey 17, adapté du roman Mickey 7, du coup, qui met en scène Robert Pattinson dans le rôle principal. Beaucoup de Robert Pattinson. Et oui. Effectivement. Énormément. Et si on- En tout. 17 en tout. Et si on présente de manière globale un petit peu qu'est-ce qu'il fait Bong Joon-ho, le réalisateur qu'il est, c'est les thématiques sociales, elles sont au centre de son cinéma. Ouais. Et notamment tout ce qui est lutte de classe. C'est vraiment l'élément central du coup, je pense qu'on va parler, qu'on va retrouver dans la totalité de ses films. Aussi, il y a toujours un ton très comique. Ces films sont souvent très drôles. Et À un certain degré. Ça puis-je dépend, dire. À un on certain en parlera. degré, puis-je dire. à un certain degré, Parce que peut-être. Barking Dog, j'ai pas trouvé ça Ouais, très drôle. Effectivement, peut-être moins. Mais Effectivement, j'avais pas beaucoup de joie de vivre devant Mother. Ouais. Ou Memories of Murder, pareil. Ça dépend les moments. ça dépend. Il y a des moments drôles dépend. et on en parlera. Mais du- voilà, et surtout toujours un éclairage extrêmement travaillé et des plans très beaux. Voilà. Ouais, donc 25 ans de carrière, 9 films, il me semble. C'est peu quand même. Hein.
Ça, pour les films qu'il fait, honnêtement, je pense qu'il faut prendre son temps. Sinon, Bah après, il a fait quand même beaucoup de courts-métrages. c'était au début, c'était des moyens métrages qu'on n'a pas pu voir du coup, je pense, ici, car introuvables. Mais malheureusement. Mais du coup, je crois qu'il a commencé avec un moyen métrage et il a dû en faire 2 autres pendant le reste de ses films. Mais du coup, on va commencer du coup par Barking Dog. Mais avant de parler de son premier film, je voulais savoir à peu près c'était quoi du coup votre rapport un peu avec Bong Joon-ho, le premier film que vous avez vu et le premier film en tout cas où vous vous êtes dit c'est Bong Joon-ho, je vais regarder. Ou voilà, je sais que Noémie par exemple était très enthousiaste de cette émission parce qu'apparemment ça serait son réalisateur préféré. Peut-être, en tout cas, tu me l'as dit la dernière fois, je sais pas si c'est toujours le cas. Mais du coup, je voudrais savoir, voilà, on va commencer comme ça, du pourquoi, du comment tu l'as découvert et pourquoi c'est devenu ton réal préféré au fur et à mesure. Alors moi, du coup, j'avais déjà entendu parler de Bong Joon-ho, du coup, pour ses œuvres, pour l'œuvre surtout principale, c'est Okja, qui avait du coup été une série sponsorisée par Netflix. Enfin, un film sponsorisé par Netflix et je l'ai pas du tout regardé, je me suis pas du tout tournée dessus et c'est quand Parasite est arrivé au cinéma et qu'il a commencé à faire du bruit que là j'ai décidé d'aller le voir et le film probablement l'un de mes films préférés puisque il m'a mis une énorme claque. Après je peux concevoir qu'on l'aime pas du tout etc. Mais moi, personnellement, ça a été vraiment un film qui m'a beaucoup touchée. Et c'est l'un des premiers films où je me suis dit « Ah ok, je veux faire du cinéma ». Et c'est pour ça aussi que du coup, c'est maintenant mon réalisateur préféré. C'est parce qu'il m'a donné l'envie de me pencher beaucoup plus sur le cinéma et d'en faire ma profession. C'est intéressant ça. Bong Joon-ho, franchement, pour lancer au cinéma, c'est plutôt pas mal. Ouais. Tu pars sur des bonnes, des bonnes thématiques, on va dire, des bonnes motivations. Ouais. Moi, pour parler directement, je crois le premier Bong Joon-ho que j'ai vu, ça devait être avec ma famille il y a une dizaine d'années maintenant. Non, pas une dizaine d'années, qu'est-ce que j'ai du coup, il est sorti en 2013, mais en tout cas, ça devait être dans 2014-2015. C'était Snowpiercer. Exactement. Donc il y a une dizaine d'années. Ah merde. Attends, il y a un truc qui va pas là. Non, commence pas. J'ai dit waouh, ok, c'était il y a 10 ans du coup. Et pareil, je savais pas du coup, j'avais pas la notion des réalisateurs, tout ça à l'époque. Mais je m'en souviens en tout cas que c'était vraiment un excellent film où en tout cas j'ai eu la première vibe de la lutte des classes existe en fait. Je suis un enfant campagnard du fin fond de n'importe où et je réalise qu'il y a d'autres gens en fait autour de moi et j'ai trouvé ça super pertinent et du coup après j'ai pas continué Bong Joon-ho derrière parce que je connaissais pas foncièrement le gars derrière ça, mais après est venu c'est sûr. T'étais innocent. Ouais, c'est sûr. La lutte des classes, tu t'en foutais à l'époque. Et pourtant. Et du coup, est venu Parasite. Où, pareil, je pense tout le monde ici a connu le moment où il y avait Parasite. On était au lycée, du coup. Ouais. Et je pense qu'on en a tous entendu parler. Et je pense que c'est là où on a tous commencé à bien s'intéresser au ciné, tout ça. Donc, Clairement pas pour moi. Hein. Clairement pas pour toi. Vas-y, dis alors. On a déjà fait l'émission. Ah oui, Tim. Tim Burton. Tim, effectivement. Mais je suis d'accord avec toi sur Snowpiercer. C'est le premier film que j'ai vu de lui. Ce que j'ai le plus apprécié chez lui, c'est son écriture très stylistisée. Où du coup, tu as le principe de métaphore ou d'allégorie, justement par rapport à la lutte des classes et l'évolution qu'il y a entre les wagons. Où tu vois des trucs what the fuck, où tu as un aquarium, tu as le truc de sushi en même temps. Et je me suis dit, ok, vas-y, on abuse un petit peu. Mais le message et la violence à travers toute cette écriture stylistisée, on monte, en fait, on cherche à monter dans l'échelle sociale pour détruire justement cette échelle sociale. À l'époque, c'était très parlant parce que c'est ce qui se passait à l'époque. Après, on était jeunes, mais quand tu remontes à l'histoire, c'est ce qui s'est passé un peu partout dans le monde et surtout en Corée, en fait. C'est ce qui s'est toujours un peu passé. C'est ce qui s'est toujours un peu passé, mais ça a vraiment été la frontière. En fait, ça a vraiment été le film charnière qui s'est fait, mais en même temps, il y a eu tout le mouvement historique qui est monté en même temps.
inconsciemment, consciemment, je ne sais pas. Mais c'est vraiment ce premier film où je l'ai vu il y a 5 ans, un truc comme ça, où je suis tombée par hasard dessus. Je me suis dit, ok, c'est intéressant. Hein. Et ça m'a aidé à faire tous mes trucs de géopolitique. Alors, je me suis dit, ok, je m'assure un bonus total, quoi. Okay. Mais c'est surtout l'aspect de son écriture très stylistisée, très allégorique, même dans Birkin Dog ou même dans Mother, où c'est des sujets très lourds, mais le principe d'une écriture fine qui fait que ça se laisse regarder facilement. T'as pas un moment de dégoût et tout, ou de tout un truc politique dans ta tête qui fait que tu te braques sur le sujet. Ouais, mais au moins Snowpiercer, c'est simple. Genre, tu vas vraiment d'un point A à un point B. Donc, c'est juste une avancée totale. Et après, un petit retournement de situation à la fin où du coup le perso principal est plus trop sûr de ses convictions. Comme quand il meurt à la fin dans Snowpiercer, où en fait c'est la meuf totalement coquée et le gosse qui a rien demandé qui finit sans vie, où c'est là genre waouh, mais en fait on s'est fait endoctriner dans un truc, on est absolument pas au courant. Moi ça m'a fait de ouf penser à la jeunesse coréenne à l'époque, où la jeunesse coréenne à l'époque elle a vraiment été caractérisée comme jeunesse qui suit. Pas comme les Français, pas comme en Amérique et tout, mais vraiment une jeunesse qui suit vraiment les convictions mêmes et qui suit vraiment les slogans. Ouais, mais qui suit aussi vraiment les slogans que tu peux trouver dans la propagande coréenne pour les gosses et tout, où en fait ça suit un cours. J'ai beaucoup pensé à lui et la meuf totalement coquée. Bon, rien à voir, moi je l'ai totalement dans l'imaginaire collectif, moi je l'ai adoré, mais c'est un univers tellement engagé qui fait que j'apprécie énormément ce réal. Mais pour autant, c'est quelqu'un que Cependant, je n'apprécie pas du tout la manière dont il a, dans certains de ses films, à aborder certains sujets. C'est-à-dire Après, je suis pas spécialement sûre d'avoir vraiment compris son cinéma, en fait. Ok. Ouais. Par exemple, dans Barking Dog ou dans Memories of Murder, Barking Dog... Vas-y, c'est un mec super chiant qui se fait martyr par sa meuf, martyr par son taf, qui rencontre une nénette et qu'en fait c'est un alcoolique sur pattes et en fait il regrette, c'est un mec qui culpabilise tout le temps. Et qui pend des chiens. Donc ça m'a juste vénère de ouf. Et dans Memories of Murder, pour moi tous les personnages sont détestables. Oui, où le mec qui tabasse sans vergogne et le jeune qui dit ah oui encore vas-y tabasse-moi encore, je suis là genre mais dans un contexte totalement politique et humain, moi je suis là moi ça me chiffonne un peu en fait. Après j'ai peut-être pas forcément compris son cinéma. C'est sa représentation peut-être des flics et des forces de l'ordre pour lui qui sont pas corrompus on va dire, mais qui usent bien de leur violence. Et comme c'est en Corée et que nous on n'a pas totalement peut-être la notion du flicage là-bas, ça se permet beaucoup plus de choses, donc forcément occidentalement on est un peu choqué, mais après il le fait tourner en rigolo avec les coups de pied sautés du gars, donc mais après il y a une violence policière sûre qu'il faut pas dénier. Oui, je suis d'accord, mais est-ce qu'il fait une généralité ou est-ce qu'il prend vraiment exemple à son pays qui a été totalement remis en question? Pour moi, Bong Joon-ho parle surtout on parle de Memories of Murder. Ouais. Pour moi, il parle surtout de de la Corée du Sud. Okay. Et je sais plus à quelle époque il prend place le film, mais c'était, il me semble justement, une ère de corruption et de manquement dans la loi, genre les j'ai encore dit genre les policiers se sentaient tout permis jusqu'au point comme on disait d'utiliser la violence, etc. Parce que dans Memories of Murder, vraiment au tout début il me semble que c'est 86 et qu'après on fait un saut dans le temps en 2003 où en fait le flic vient seulement de comprendre en fait qui ça peut être l'assassin. Il le comprend pas vraiment. Le regard caméra explique beaucoup, comme s'il voulait nous accuser, nous, en fait, d'avoir buté toutes ces femmes. Pour moi, le regard caméra, justement, c'était pour indiquer que le meurtrier court toujours, et ça pourrait être nous. Il nous inclut dedans, mais il nous dit pas c'est forcément vous. Il est en mode, il nous regarde à travers nous, et il est en mode, il est
c'est potentiellement vous, c'est potentiellement votre voisin, c'est potentiellement quelqu'un proche de vous. Je trouve que chez Bong Joon-ho, il y a vraiment un truc, c'est très psychologique. Ah oui, mais en fait, mais au-delà de ça, je trouve que c'est très psychologique envers le spectateur. Ça met tout le temps le spectateur à rude épreuve, je trouve, très souvent. Je trouve que c'était le cas dans Snowpiercer, par exemple. Y avait, moi, j'ai le souvenir d'une scène de violence. On voit plein de sang partout et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez quelle scène. C'est vers le. Je crois que c'est encore au début du film. Je crois que c'est au bout d'une trentaine de minutes. Avec les cagoulés et tout là. Ouais. Voilà. Où t'as du coup où il passe dans le tunnel et du coup c'est sombre et ok. Je trouve que par exemple à regarder, ça va être bête de dire que c'est difficile à regarder, mais au-delà de ça, je trouve que en tant que spectateur, ça te jette dans la fosse au lion en fait constamment, Bong Joon-ho, et c'est le cas là, vous le dites, dans Memories of Murder, qui te fait te questionner toi-même en tant que spectateur et en tant qu'en fait tout simplement humain, dans une société où en fait on est entouré de gens, on les connaît pas tant que ça en fait, tu peux croiser quelqu'un dans la rue, tu sais pas, ça se trouve c'est peut-être la personne qui court dans la nature et qu'on recherche. Je trouve aussi que par exemple dans Okja aussi, moi je me rappelle c'est le premier Bong Joon-ho que j'ai vu, Okja, et j'ai ce souvenir, je l'ai pas revu pour le podcast, mais j'ai ce souvenir de m'être dit à la fin, ah ouais, il y avait des moments où c'était vraiment dur à regarder, mais pas visuellement en fait, c'est la projection mentale. La projection mentale de savoir ce que ça peut être en fait, c'est pas tant visuel, c'est pas dur de regarder les images, c'est juste l'idée, le concept qui est dur en fait. Et je trouve aussi chez Bong Joon-ho c'est énormément ça. Pourtant je suis pas forcément je pense que j'ai pas forcément beaucoup de limites de choses que je ne peux pas voir, parce que j'ai vu quand même je pense que notre formation a fait que de toute façon en plus on a vu quand même pas mal de films de plein de genres différents, et que y a des choses plus ou moins dures qu'on a vu. On a tous vu des films d'horreur autour de cette table, etc. Et ça nous a pas, on n'a pas un blocage principal par rapport à ça, quoi. Et mais voilà, vraiment lesquels. Mais globalement c'est pas un genre qu'on rejette, alors que c'est le but même du genre, c'est de ressentir quelque chose de désagréable au fond de soi, quoi. Et Barking Dog, il y a eu un fond où ça m'a trauma. D'où tu jettes un chien comme ça. Mais voilà, je trouve que ça met constamment le spectateur à rude épreuve, mais au-delà de visuellement, genre juste c'est une histoire de projection mentale, de concept, quoi. Mais vraiment Barking Dog, j'étais vraiment à 2 doigts d'éteindre, de couper ma télé juste parce qu'il a non, parce qu'il a balancé un chien. Je me suis dit, mais gros, non, en fait je peux pas regarder ça, moi. Les 10 premières minutes, c'est vraiment un gars dans un sous-sol qui essaie de pendre un petit chien. C'est atroce. T'es là en mode, c'est parce que le mec n'a rien. C'est marqué comédie sur le film, j'étais là en mode. Et dans le fond pendant 1h30 je fais, mais oui, on rigole quand. Mais en fait, dans le fond, Barking Dog, le perso, moi j'ai pas compris sa psychologie. Le seul truc que j'ai compris du mec, c'est un mec qui se fait chier dans son taf, se fait chier dans son ménage, qui se fait emmerder par tout le monde, qui rencontre en fait au bout d'un moment une meuf qui kiffe bien et qui peut se taper parce qu'il a commis un acte criminel envers les animaux. Moi je n'ai pas compris pour autant en fait. Non, mais on est qui d'accord. Est-il, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son premier, but en fait? C'est son premier, mais je suis d'accord pour dire que c'est vraiment pas le moins bon. Je dirais même le pire. Parce que c'est le pire à mes yeux. J'ai vraiment pas calé Barking Dog. Alors en fait c'est marrant parce que je m'étais fait cette remarque l'autre fois là, et je m'étais dit si je devais trouver un équivalent occidental à Bong Joon-ho. Et en fait j'aurais alors en vrai quand on y réfléchit, si on prend film par film, j'ai pas vraiment d'équivalent, mais en fait je pense aux frères Cohen. Parce qu'il y a un côté très tragicomique dans beaucoup notamment dans Parasite, dans Okja aussi un peu, il y a un côté et tout à l'heure vous parliez de la limite entre tu me dis que Barking Dog c'était classifié comme comédie alors qu'en fait t'as pas du tout rigolé, mais il y a plein de films des frères Cohen où effectivement c'est horrible et j'ai pas forcément rigolé et c'était présenté comme une comédie, tu vois. Ouais. Et du coup ça me fait du coup ce que tu viens de dire, ça me fait rebondir là-dessus sur le fait que si j'y réfléchis, je me dis quel parallèle je pourrais faire avec Bong Joon-ho, et notamment des parallèles occidentaux. Et en plus pour le coup les frères Cohen c'est très 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 occidental, mais plus que ça c'est très américanisé, c'est très états-unien, ils parlent vraiment que de ça, et surtout ils illustrent aussi énormément la campagne états-unienne, donc c'est extrêmement occidental, quoi. Et
Et en fait, et en même temps, si je prends les films un par un, j'arrive pas à trouver d'équivalent en fait avec ceux de Bong Joon-ho, mais c'est plus un concept global. Je trouve que Bong Joon-ho se rapproche assez bien des frères Coen. Bah après, c'est marrant que tu dises ça. De parce que pour Fargo, le par coup, exemple, tu vois. Ouais, en plus, parce que du coup, Barking Dog, t'as la perso. Du coup, c'est pas la perso principale, mais c'est la perso principale féminine. C'est quoi. l'antagoniste. C'est genre, pour le coup, c'est la perso la plus intéressante du film. Mais elle a un but vraiment de vouloir devenir connue et gagner de l'argent par rapport à un truc con. À un moment donné, elle regarde une télé et elle voit, je crois, une meuf de banque. De la banque qui empêche un gars de la braquer et elle se dit moi aussi il faudrait qu'on me filme en train de tabasser quelqu'un comme ça je deviens connue et tu vois il y a cette recherche de l'argent. C'est sa pote qui dit ça, c'est pas elle hein. C'est pas elle. Non, c'est sa pote parce que elle dit à un moment précis, ça m'avait vraiment marqué parce que précisément c'est sa pote qui lui dit tu devrais faire pareil pour changer ton taf à la con. Ouais. L'autre elle lui dit non je m'en fous et tout et après justement c'est elle qui prend la place de cette meuf de la banque parce que elle traque le tueur de chiens et elle en arrive à ce stade à quitter son taf. Non, c'est vraiment la pote qui dit ça. Okay, du coup, la pote qui est un peu plus dans Croqueuse de diamant, quoi. Ouais, mais du coup, ça change pas le propos du fait que, comme dans les frères Coen ou justement dans... non, c'était pas dans Fargo qui voulait ça, mais je sais pas, il y a un des films où il voulait absolument devenir riche par n'importe quel moyen. The Big Lebowski. Ouais, j'allais dire, ouais. Donc voilà, il y a cette recherche aussi de la popularité, mais de manière conne, mais qui du coup, que ce soit oriental ou occidental, finalement, ça revient à peu près à la même. Mais du coup, les frères Coen, c'est hyper pertinent parce que c'est ça. Au même titre que les frères Coen, en fait, il fait beaucoup de tout simplement, au-delà du tragicomique, je dis tragicomique, mais en fait, c'est plus une satire sociale. Moi, je trouve, pour revenir sur ce qui a été dit, je trouve que Bong Joon-ho, contrairement aux frères Coen, pour moi, son message qu'il veut faire passer à travers ses films est toujours très clair, mais c'est ses personnages qui sont moralement gris. C'est ces personnages qui sont profondément humains et qui sont profondément marqués par des défauts, tout comme des qualités, et qui du coup vont paraître parfois hypocrites, misogynes, racistes et tout, etc., parce qu'ils sont profondément dans un entre-deux toujours gris. Mais le message, pour moi, de chacun de ces films, il en ressort très clair. À chaque fois, que ce soit Snowpiercer, Okja, Mickey 17, c'est vraiment c'est du balourd à chaque fois. En fait, à chaque fois, pour moi, c'est un propos dénonciateur d'une partie de la société ou même de la société en elle-même. Mais en fait, effectivement, je trouve que c'est toujours très dur chez Bong Joon-ho d'adorer, d'aimer un personnage, mais c'est très dur aussi de les détester, de ne pas les aimer. Et donc en fait, c'est ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, ils sont très pluridimensionnels, ils sont tous faits de défauts et de qualités, ce qui est en fait aussi le propre de n'importe quel personnage que tu écris en soi. Mais je veux dire, à part le tueur de chien. Mais là, ça m'a fait trop mal. En plus, j'avais mon chien à côté, il entendait tous les couinements de chien, j'étais genre ça va, c'est rien, c'est dans la télé. Non. Mais je veux dire voilà, ils ont des défauts quand même, certains ont des défauts assez graves quoi. Oui. Et ils sont il y en a qui sont misogynes, il y en a qui sont par exemple, moi je prends l'exemple de la mère dans Mother. En fait, je l'ai pas du tout, j'ai pas du tout aimé le personnage, mais en même temps j'ai détesté le personnage et en même temps je me dis mais sa condition aussi, ça te fait réfléchir par rapport à ça. Au-delà du fait que pendant le film elle me saoulait globalement mais in fine je veux dire en tout compte fait je me suis dit oui mais en même temps la pauvre il y a un truc un peu d'empathie malgré tout alors que tout le film me l'a fait détester quoi. J'ai eu beaucoup de mal moi à avoir de l'empathie c'est très dur. En fait Mother c'était vraiment compliqué ouais parce que ça m'a fait j'ai fait un petit lien entre le gosse dans Mother où c'est un mec en fait qui dit oui à tout, qui a un peu la bonne poire et qu'en fait il se fait emprisonner, qui a besoin de tout un rituel pour se rappeler des trucs, et ça m'a fait rappeler aussi le gosse en fait dans Memories of Murder qui tabasse en fait, qui a l'oreille brûlée, une grosse partie du visage et des mains brûlées pour avoir des réponses. En fait moi j'ai fait le lien où c'est un besoin de réponse pour avancer dans la société. Mais dans Mother, j'ai eu beaucoup trop de mal parce que déjà j'ai trouvé le rapport très malsain
entre la mère et le fils. Ouais, où c'est très où bizarre. vraiment, j'en avais parlé à Kylian, où il n'avait pas vu le film, et moi j'étais un peu crispée parce que j'avais regardé le jour même où je me suis dit, le rapport est très touchant, mais en même temps, il me dégoûte énormément parce que il lui a agrippé le sein, effectivement. Il lui a agrippé le sein, et même, attends, juste pour faire la chronologie, où vraiment il frime envers son pote en disant qu'il a ken avec sa daronne. Déjà là, il y a un problème dans l'histoire. Non, et qu'il se couche dans le lit de sa mère, et il lui plotte le sein. Et sa mère, en fait, j'avais juste l'impression qu'en fait, elle sauvait pas son fils. Elle sauvait pas son fils. Non, mais en fait, elle chérit quelque part leur lien un peu malsain. Hein. Enfin, c'est... Ah oui. Mais je me pose Moi, je sais pas, j'ai été extrêmement mal à l'aise. C'était bizarre pour nous, mais il n'y a pas une culture comme ça là-bas de ce rapport mère-fils. Je sais, alors j'ai pas fait mes recherches, mais je pense pas, parce que quand même la mise en scène fait en sorte que ce soit des signes qui te paraissent, qui te dérangent. Enfin, je veux dire, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu en tout cas. En Corée du Sud, je sais qu'il y a un rapport à la famille plus particulier qu'en Occident. Je sais par exemple que notamment, généralement, ce qui se passe, c'est que quand des personnes se marient, et elles habitent quand même dans la maison familiale, donc avec les grands-parents, les parents, etc. Et ils habitent tous ensemble, généralement. Comme le principe des familles manouches, en fait. Et oui. Et du coup, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Les jeunes générations, elles s'occidentalisent un peu plus. Mais par exemple, je sais que pendant longtemps, deux personnes ne pouvaient pas habiter ensemble à moins d'être mariées. Ouais. Oui. Et du coup, c'est quelque chose où la famille a toujours eu un poids important, mais pas à ce point-là. Pas au point où tu plottes ta daronne. Il y a même un truc maintenant où en Corée, dans la culture, on va célébrer, en tout cas dans la culture très, 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 on va dire capitaliste et industrielle de la société, il y a même des gens qui glorifient le fait de ne pas être en couple et d'être complètement en dehors, d'être complètement indépendant pour éviter de retomber dans les fonctionnements trop traditionnels. Et j'avais vu justement des articles où justement il y avait notamment des femmes en fait finalement qui travaillent dans les grandes entreprises qui vont du coup plutôt refuser du coup en tout cas célébrer en une grande partie le célibat parce que pour eux c'est une prise de liberté en dehors des codes familiaux. Alors, je vois de quoi tu parles et je crois pas du tout que ce soit ça. Okay. En fait, ce qui se passe en Corée actuellement, c'est que c'est une société extrêmement patriarcale où les hommes traitent extrêmement mal les femmes. Donc ils font un peu de la propagande dans les dramas où ils mettent des hommes incroyables qui traitent trop bien les femmes pour dire le couple c'est trop bien. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'il y a énormément de scandales qui apparaissent, il y a énormément de cas de viol qui ne sont pas pris en charge par la police. Il y a un gros truc avec les caméras espions aussi. Si exactement, je dis pas. Exactement. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des femmes coréennes qui ont lancé le 4B Movement et qui ont décidé pour être plus libres de mettre en place une politique de non-relation avec les hommes. Donc pas de mariage, pas de couple, pas d'enfants. Enfin, j'ai oublié le dernier, mais c'est en gros... C'est les relations sexuelles, je crois, qui sont... Ouais, peut-être. Ouais. Mais du coup, voilà. Mais en fait, par contre, pour les femmes des grosses entreprises, généralement, elles n'ont pas vraiment leur mot à dire. Genre, généralement, ce qui se passe, c'est que entre grosses entreprises, ils vont se marier plus par lien commercial que par affect. C'est ce qu'on voit dans Barking Dog, en fait, quand il y a la scène avec l'avocat où il y a 3 meufs pimpées comme jamais, où en fait il y en a une, ça m'a marqué, elle avait sorti le portefeuille d'un mec fin bourré de sa poche, où en fait elle regardait et elle lui disait allez chérie on y va, ou un truc comme ça en fait. Du coup j'ai la ref. Mais en fait ça me fait un peu penser à il y a au concept en fait de lesbianisme politique. Alors les femmes là ne tendent pas forcément vers un lesbianisme à la place des relations avec les hommes, mais il y a tout un mouvement aussi, je crois que c'est né aux États-Unis le lesbianisme politique, peut-être, je ne sais pas, qui est vraiment pour le coup qui est occidental il me semble, et c'est exactement la même chose, sauf que du coup elles tendent vers les femmes quoi, vers une vie partagée avec des femmes. Et au-delà même des relations amoureuses, il me semble qu'il y a un truc même plus large de vivre entre féminités en fait, en gros. Oui. Mais effectivement, je trouve que c'est extrêmement important de replacer les films de Bong Joon-ho, surtout quand ils sont tournés dans la Corée du Sud, enfin en Corée du Sud, au sein de la société sud-coréenne, parce que particulièrement dans Memories of Murder, je trouve que le film est indissociable
de l'époque contexte, qu'il représente. Et Ils étaient en dictature des années 50 jusqu'aux années 80, je crois. Séparation, après il y a eu les deux Corées, etc. Le Japon séparé, mais du coup il y a eu dictature pendant 30 ans. Depuis les années 80. Le Japon s'est jamais réellement barré de Corée du Sud. On va dire Mais officiellement, ouais. quoi, dans les grosses guillemets. Ouais. Mais après des années 80 jusqu'à fin des années 2000, ça allait à peu près, on va dire. C'était un peu moins pire. Après de 2007 à 2017, je crois, c'est revenu au Parti conservateur. Et ça a rechangé. Puis le dernier, c'était encore un conservateur qui s'est fait gerte parce qu'il avait, je crois, la dernière news de Corée que j'ai vue, c'est qu'il avait tenté il s'est fait gerter avec toutes les corruptions qu'il a faites et il a tenté quand tu mets un coup d'état. Non, quand tu mets l'armée qui prend le pouvoir. Un putsch. Non, pas un putsch. Non. C'est un. Je l'ai noté en plus. Ouais, j'avais vu toutes les infos, mais je te les envoyais. Oui, il avait fait l'état de non. Je l'avais vu. C'était, on n'avait pas. Enfin, l'armée intervenait dans les rues. Ils passaient des lois sans référendum et tout aussi. La loi martiale. La loi martiale. Quand l'exécutif allait tout pouvoir et notamment l'armée en fait allait tout pouvoir. Parce que Et du coup, ça flop total. Ce soir-là, l'Assemblée. Le président de l'Assemblée, c'est ce que j'ai envoyé à Gwen, il a escaladé le portail de la Maison Bleue, du coup il me semble qu'elle s'appelle comme ça, pour rejoindre ses collègues pour qu'ils votent la loi contre la loi martiale, parce que du coup on essayait de les en empêcher. Et du coup j'ai envoyé à Gwen et il se filmait en live en train d'escalader le portail pour que s'il lui arrive quelque chose, j'ai pas vu la vidéo. Il y ait des viewers qui puissent constater qu'on manquait à la démocratie, quoi. Mais du coup, ils ont plus de président là. C'est fou qu'il faut en arriver à ce point-là où t'es un mec qui est obligé d'escalader une grille pour aller voter une loi, quoi. C'est surréaliste. Pour Memories of Murder, moi je trouve que c'est particulièrement important et c'est pour ça que moi aussi je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est parce qu'en fait c'est tiré d'une histoire réelle qui a secoué la Corée. Ah oui, c'est vrai ça. Et du coup c'est pour ça qu'on ne connaît pas qui est le tueur, meurtrier, parce qu'en fait on ne l'a jamais retrouvé. Si. Ah, on l'a retrouvé, oui, il y a pas longtemps. 2021, je crois. Il n'y a pas un bail où justement il y a eu un article où il a vu le film. Il a vu le film. Il a vu le film, ouais. Et parce que d'ailleurs, comme on en a parlé, du coup de ce fameux plan caméra final, en fait, qui était du coup adressé du coup au tueur. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui. Et du coup, quand ils l'ont retrouvé, les journalistes ont demandé au tueur ce qu'il en avait pensé du film, et il a fait que ça l'avait pas touché du tout et qu'il avait vu comme n'importe quel autre film. Et le mec n'a pas, il a pas tilté. Vraiment. Il a pas tilté que c'était pour lui en fait. Hein. Non, je pense qu'il a tilté que c'était pour lui, mais il a pas. Ça lui a rien fait. Quoi. On lui a présenté en tant que tel. À tous les coups, c'est pas reconnu dans le film. À tous les coups, il s'est pas reconnu. Mais pour lui, c'était un film comme un autre. Il a ressenti aucune compassion en fait par rapport à ce qu'il voyait à l'écran. Alors que c'était son biopic, quoi. Ouais, voilà. Mais bon. Mais du coup, moi, je trouve que ce regard de fin, justement, est particulièrement puissant en sachant l'histoire qui a suivi. Mais surtout parce que pour moi, c'est pas un regard accusateur. C'est surtout un regard perdu de l'agent de police qui a passé sa vie à chercher le tueur et qui comprend qu'il le retrouvera jamais et qui nous regarde, nous, d'un air désemparé et qui commence à nous suspecter, nous aussi. Parce qu'il se dit, mais en fait, ça peut être n'importe qui, ça peut être tout le monde, je n'ai plus aucune piste, je ne sais plus où j'en suis. Et du coup, pour moi, c'était vraiment l'icône de l'incompétence policière de l'époque et des moyens qu'ils employaient qui ont mené à... Et je sais pas, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont vu le film japonais qui s'appelle Cure ? Je l'ai vu hier. Ouais. Et du coup, je l'ai vu en projection et tout, en plus, un peu par hasard, tu vois. Quel film de c'est incroyable. C'est ouais. Et du coup, alors je l'ai pas vu. Alors du coup, je n'ai pas vu. C'est de Kurosawa, c'est ça ? De Kiyoshi Kurosawa. C'est oui, pas oui, Akira. je sais que c'est pas Akira, mais ouais. 97. Du coup, c'est de 97 avec l'acteur du coup dont je ne sais plus le nom qui a eu le prix d'interprétation à Cannes il y a quelques années pour Perfect Days de Wim Wenders. C'est le même en fait. Hein. C'est le même acteur qui est incroyable. Cet acteur est Koji Yakusho. Merci. Mais du coup, très très. Alors, Cure, je suis sortie de la salle, je savais pas trop comment en penser, mais en fait, ça me fait penser un peu à Memories of Murder parce que il a dit qu'il s'en est inspiré dans son combini de. Ok, je savais pas. Que t'as regardé la vidéo tout à l'heure. Mais du coup, j'ai pas vu Memories of Murder en entier. Enfin, je connais du coup l'histoire du film.
Et j'en ai vu des morceaux, plutôt des séquences, je vais pas dire des extraits, mais des séquences coupées, sorties de leur contexte. Et du coup, j'avoue que j'ai jamais vu le film en entier, mais quand j'ai vu Cure et quand je vous entends en parler, en fait, ça me fait vraiment penser. C'est toujours le même concept. Quand je vous entends parler de Memories of Murder, ça me fait penser à Cure. Et aussi un peu au film de Park Chan-wook aussi, Decision to Live. Okay. Je l'ai vu, vous l'avez vu ou pas? Oui. Ça m'a fait penser un peu à Mother dans l'atmosphère en fait. Ok. Mais en fait, je pense qu'on pourrait faire je pense qu'on pourrait faire un carré, enfin du coup pas un triangle, mais un carré avec Memories of Murder, Cure, Decision to Live et Mother de Bong Joon-ho. Ok, dans le truc policier. Et en plus, c'est tous des films asiatiques. Coréen plus précisément. Les japonais. Mais du coup, en plus, je fais même pas ces liens consciemment en me disant c'est des films asiatiques, donc forcément ils se ressemblent tous, pas du tout. Oui, mais je trouve que par contre, dans la façon, non mais voilà, mais je veux dire, mais dans la façon par contre de traiter le genre policier, le cinéma asiatique a quand même une façon assez particulière de le faire, qui est propre à eux. Ils ont une police assez particulière aussi. Oui, bien sûr. mais je veux dire, mais je parle pas de ça, je parle plus de la gestion psychologique des affaires et même de... quand tu vois du Prisoners ou du Zodiac, finalement, gestion niveau flic et tout ça qui pète un câble des fois à pas retrouver le tueur. Peut-être que du coup, niveau... comme on a dit tout à l'heure, violences qui leur sont permis, c'est pas la même. Je trouve qu'il y a C'est vrai que Zodiac et Memories of Murder, c'est un peu la même trame. Ouais, non, mais c'est peut-être la même trame, mais je trouve en fait, il y a une gestion atmosphérique. Il y a un côté très atmosphérique dans Cure. Tu l'as vu hier, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un côté très atmosphérique. C'est le mec m'a hypnotisé, j'en revenais. Presque philosophique en fait. J'ai rien pris hier. Et il y a un côté. Il m'a stoné le film. Il y a un côté. Et je trouve qu'il y a toujours. Je suis partie tellement loin. Je te jure. Il y a toujours un truc aussi très solitaire dans les affaires, dans les façons de traiter en fait c'est ce genre-là en fait dans le cinéma asiatique. Il y a un côté, une dimension très solitaire, souvent atmosphérique. Ouais. Et je trouvais et du coup je trouve ça, je pense que c'est pas anodin en fait. Non, mais je pense qu'il y a vraiment un lien à faire entre ces films-là. En même temps, en France, on n'a pas eu beaucoup par exemple, ou même dans les pays européens, on n'a pas eu de films sur de grandes histoires. La nuit du 12. Genre par exemple... La nuit du 12, la nuit du 12. Alors, c'était pas un tueur en série. Si. C'était qui? Non, il avait tué qu'une seule meuf, je crois. Ouais, non. Ça a été tiré du folklore, mais le principe même est dans la caractéristique du tueur en série. On a eu Novembre par contre du Real de Bac Nord. Ouais. Après, vraiment dans la manière de défendre la police. Parce que là, c'est des terroristes. Mais là, ça reste un autre cas. Mais la nuit du 12, pour le coup, c'est après, il y a eu moi, je là... pensais... Après, du coup, je suis en train de rechercher parce que j'ai pensé à Police de Mai Wen. Mais après, c'est plus sur une cellule précise, mais moins que sur une affaire. Après, c'est beaucoup... Je pense que... Ça dépend aussi, sur cette thématique-là, beaucoup de films un peu... biopic basé sur des histoires vraies. Par exemple, moi, ça me fait juste penser au Club des 20... non, pas Club des 27, je suis con. Les 7 de Chicago. En fait, ça me fait... Netflix aussi. Ouais, ça me fait surtout penser à ça, en fait. Ok. Mais c'est vrai qu'en Europe, en France plus particulièrement, on a moins de... on en a eu des grosses affaires. On en a eu, mais il n'y a pas vraiment de films qui ont été justement, je pense plus aux films en fait. Alors qu'on est un pays qui est obnubilé par les faits divers. En fait. Le film avec Jean Reno et Vincent Cassel là en flic, est-ce que c'était une histoire vraie ça? Non, c'est une fiction, c'est tiré d'un bouquin. Ou alors sinon, on a des biographies. Mais en fait, je crois que c'est pas un tueur. Enfin non, c'est entre guillemets que un braqueur, mais il y a eu la série de films Mérine. Oui, j'ai vu les deux, c'est super. Avec Vincent Cassel aussi. Ouais. Mais du coup pour le coup c'est pas il y a la dimension vraiment policière et traque, mais c'est pas un tueur en série. Donc il y a moins le côté humain, enfin qui touche à l'humain. Mais pour le coup dans Mérine, le truc c'est qu'on on suit Mérine, on sait pas les flics qui suivent Mérine. C'est vraiment du point de vue de Mérine quoi. Ouais. Mais en France, quand on aborde la police, on a tendance à l'aborder d'un point de vue des cités, de la banlieue, etc. Je trouve que c'est vachement le genre de style de film qui ressort d'ici. Et anecdote, il y a eu à l'époque un film qui a été censuré sur l'affaire Grégory. Il y a eu la série, non? Non, alors série, oui, je l'ai pas vu, mais le film, que j'ai pas vu non plus vu qu'il a été censuré, sur l'affaire Grégory. Et il y a eu
l'espérance d'un film français sur l'aspect sur le point de vue un peu type caméra subjective de la police française sur cette affaire, mais qui a été censurée pour cause de... J'ai plus les... Non, j'ai pas les... à cause de censure, merci. Non. Bah, je crois que c'est le secret de l'affaire, un truc comme ça. Non, c'est un truc plus technique, mais en gros pour cause où en fait le film ne mettait pas en valeur la police française et les valeurs de la République française. Alors qu'en fait, apparemment, alors j'ai pas vu le film, mais apparemment dans le film, on les traitait de branquignoles en fait. Et que c'est pour ça que pendant X temps, on n'est toujours pas au courant, alors qu'on n'était même pas nés. On a plus, quand ça touche des affaires qui ont vraiment existé. On n'est pas nés, Grégory, c'est loin. C'est 86. En fait, je trouve qu'en France, on a plus tendance à faire, quand c'est des affaires qui ont réellement existé, on a plus tendance à faire des téléfilms. Genre, par exemple, il y a eu celui sur Jacqueline Sauvage, typiquement. Ah ouais. Quand elle avait été graciée. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que c'est Muriel Robin qui joue dedans. Ou Balasco, je sais plus. Non, c'est Robin. Il me semble que c'est Muriel Robin. Balasco, elle a contribué à l'écriture, mais qui a joué, c'est Robin par contre. Ça part sur les téléfilms de TF1, j'adore. Mais je veux dire, c'est Muriel Robin. Mais je veux dire, voilà, de base, c'est un truc qui était diffusé sur TF1. Ouais. Et c'était un truc original TF1, mais c'était pas un film de cinéma, de salle de cinéma, quoi. Ouais. Pour revenir avec quelque chose que tu as dit, que tu dis que souvent Bong Joon-ho il met dans ses films le spectateur à rude épreuve. Et effectivement, je trouvais que c'était le cas jusqu'à Mickey 17. Mickey 17. Gros film de con. Non, franchement, moi j'ai bien aimé. Alors, moi, j'ai bien pas aimé, tu m'as pas dit. Mais pour moi, il Ah ne ouais met pas le spectateur à rude épreuve. Moi, j'ai pas vu le film. Pour moi, Si, je le trouve un message peu. est très clair, mais genre devant Mickey 17, il n'y a plus ce côté qu'on retrouvait comme dans Okja ou Memories of Murder. Pour moi, c'est un film très lisse. Finalement. Exactement. Oui, alors c'est un film extrêmement assez lisse, je suis d'accord avec toi. Alors néanmoins, j'ai plutôt bien apprécié le visionnage. Moi aussi. J'ai entendu que tu avais fait un parallèle avec Don't Look Up. Je vois où tu veux en venir. Mais je trouve que Don't Look Up, c'est de la grosse merde. Donc vraiment. Attends. Qui a fait ce lien ? Moi. Parce que. Moi. Pourquoi ? C'est moi. J'ai pas vu le film, mais le peu que je sais du film, je comprends pas. Alors pour autant, Don't Look Up, pour moi, c'est vraiment de la grosse merde. Ah oui, Je suis pas aimé non plus. Alors que ce soit le cast, l'histoire, la psychologie. Tu peux rien pas. je T'es en train de me dire que Et c'est je moins vois que le Mickey 17 est moins lourdin que Don't sûr. Look Up. Alors oui, non, totalement. c'est pas moins lourdingue, c'est peut-être pas moins gros sabot. Quoique, je trouve que Don't Look Up, c'est extrêmement gros sabot, mais surtout Don't Look Up te dit tu es complètement con et moi je suis plus intelligent que toi. Chose que Mickey 17 dit quand même beaucoup moins, je trouve. Et je trouve que Don't Look Up, c'est vraiment un mec qui se prend au sérieux de fou, quoi. Pour moi, ce qui met en péril un peu Mickey 17, c'est que au moment où il est sorti, il y a déjà eu toutes les élections qu'il y a eu aux États-Unis et tout, C'est etc. sûr qu'il a pas eu de chance Et par du coup, rapport à ça. certes. la satire dont il fait preuve, au final, on l'a vécu un peu en vrai. En pire, presque. Ouais, même. et du coup, il nous paraît pas aussi satirique qu'il aurait dû l'être. Ouais, bien sûr. Le comparatif que je peux faire du coup c'est par rapport à Okja du même de Bong Joon-ho aussi sur le côté nanana, lourdingue, les gros sabots et tout ça. Sauf Après, que, j'ai moi, quand même vachement préféré Okja, qui est quand même oui, beaucoup plus subtil. Hein. Mais pareil, c'est mon Bong Joon-ho préféré. Je l'avais découvert à l'époque, j'ai chialé, bref. J'ai même un peu arrêté comment ne pas pleurer. un peu arrêté. pas vu J'avais le quasi arrêté la viande à l'époque quand je l'avais vu, ça m'a dégoûté. Oh Quasi, Non, en vrai, en le tout film, cas. il dégoûte vraiment. Je l'ai pas vu, moi. Ouais. Je l'ai pas vu celui-là. Mais Mickey 17, déjà comme tu as dit, je trouve ça par rapport à toutes ces autres tous ces autres films, j'ai trouvé ça hyper lisse, même niveau mouvement de caméra. Esthétiquement, tu l'as plat trouvé de lisse esthétiquement ? fou, ouais, esthétiquement Moi, et je- même mise en j'ai trouvé très bon Juno finalement. Genre, Moi, je dirais pas que c'est très bon Juno, honnêtement. Alors, par exemple, moi, je le Est-ce trouve. que c'est idée Bong Joon-ho, mais production américaine Ouais, je pense que ça a joué, mais Parce que j'ai lu beaucoup de critiques. Mais- J'ai pas vu le film, mais j'ai lu beaucoup de critiques par rapport à ça. Okja, c'était aussi une production américaine et pourtant, je l'ai beaucoup moins Oui. ressenti. Okja est quand même pour plus l'époque. joli. Mais Pas pour actuellement, peut-être. En fait, je pense que c'est par rapport au fait qu'il sorte cette année. Genre, Oui. peut-être tu me montres Mickey 17, il est sorti en 2015, je te dis ouais, carré. Là, Mais on tu est vois, en par 2025 et pour la première fois, mais c'est pas de sa faute aussi, mais un peu quand même, parce que même s'il serait sorti en 2022, j'ai l'impression qu'il est, pour la première fois, il est en retard. Mm. Par rapport à Okja,
il était pas foncièrement en avance ou en retard, mais au moins ça tapait juste. Ça a tapé juste. Snowpiercer, c'est un cas général, donc il était pas foncièrement en retard. Mais là, pour le coup, genre, en fait, ça a amené rien. Pareil, en plus, c'est pareil que Barking Dogs. J'étais marqué comédie devant Mickey 17. J'ai pas rigolé une fois. À la limite, peut-être quelques. T'abuses un peu. Je te jure. T'as vraiment pas rigolé du tout? Alors Je te que jure, vraiment, Mickey 17, j'ai pas ri. en J'ai pas comparaison- ri, j'ai pas trouvé ça intriguant. Je me suis pas emporté dans le truc. J'ai pas apprécié. mais honnêtement, je trouve que, tu vois, Mickey 17, je vais pas du tout dire que c'est le meilleur Bong Joon-ho, très loin de là. Oui. Et je vais pas dire non plus que c'est le film de l'année. Ça c'est clair, tu vois. Mais je trouve que, par exemple, pour revenir à la comparaison avec Don't Look Up, parce que par exemple, je vois vraiment où tu veux en venir. Et bah par exemple, Don't Look Up, je trouve que c'est un truc où ils ont dû se dire putain, on va être trop drôle. Et en fait, il y a personne qui rigole. Mais c'est naze. Je suis Il y a désolée. personne qui Il y a rigole. rien qui va dans ce C'est mal film. écrit. Le film a prétentieux, été c'est fait. insultant. C'est tout ce que tu veux. Waouh. Mais le film a été fait rien qu'en voyant le cast. C'est juste en fait un cast qui est fait pour plaire, pas faire un film qui Genre, déjà, vaille tu le fais, coup. tu fais un film avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Timothée y a Chalamet. rien qui Non, mais aussi. Y a rien qui va, bordel, dans ce film. En vrai, il y a des films à grosse tête qui marchent quand même très bien. Mais là, ouais, pour Mais les là, mecs, c'est pas- trop. Après, Là, je c'est trouve l'excès. que- Là, Je c'est trouve qu'il y vraiment il y a quand même des moments assez pénibles. Enfin, il y a des scènes qui sont un peu longues dans Mickey 17, un peu pénibles à regarder, effectivement. Exemple. La sous-intrigue avec Steven Yeun, le mec s'est joué dans Okja, où c'est lui qui a. Il a pas une sorte de drogue. Il a une Si. sorte de drogue. Mm. Ça amène à rien. En fait, ouais, moi j'ai En fait, trouvé et qu'il y en plus, avait c'est beaucoup copié, trop de c'est Ouais, copié thématiques. c'est totalement copié de Snowpiercer pour le coup. Je dis pas que dans un film tout doit être utile, qu'on Mais soit d'accord. Ah, mais Mais c'est vrai qu'il y a le truc de la les- drogue aussi dans. Et ouais, en fait, ouais. je me disais à un moment donné, ça va servir à quelque chose. Enfin, je M'en sais fait pas, tellement rire. il passe tellement de trucs là-dessus que, mais en fait, non, on s'en fout. Bah- Alors que dans Snowpiercer, le gars au début, c'est juste un gars qui shoot, c'est un peu marrant, ok, ça fait partie du perso. Et à la fin, bon bah, ça sert à exploser la porte. Mais en Trop fait, bien c'est vu. ça aussi. Je pense Mais que c'est un petit vomi de ce qu'il a fait avant. Mais pas un petit. Enfin, vomi, c'est un peu dégradant. Mais je veux dire, par exemple, aussi, les aliens, pour moi, c'est du copier-coller Okja aussi. Ouais, ouais. Toi, En fait, c'est vraiment- t'avais dit, toi, ouais, j'adorais le côté du fait qu'il parle et tout, nanana. Franchement, je m'en branle, tu vois. Moi, je préférais beaucoup mieux la bête d'Okja, qui, là, Ouais, je ouais. ressentais beaucoup plus les émotions Du lien du qu'elle porcelet et qu'elle tout. avait avec lui aussi. Ça, je suis Et là, d'accord. et en Mais je plus, trouve il y que a de toute eu, façon, genre, à la fin de Mickey 17, t'es là. Ouais, en en fait, fait- on les a menacés, mais en fait, c'était pas vraiment ça. On leur a fait Mais croire que. Ce que, Qu'est-ce que ce t'as que j'ai écrit, je trouvé, comprends pas où tu veux, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à justement à Mickey 17 et les créatures, c'est que bon là du coup il continue forcément l'engagement qu'il avait commencé par rapport du coup à la cause animale Mm. et justement de Ouais, mais vous- il va pas plus loin. Je suis d'accord qu'il reprend Ouais, les c'est vrai, thématiques ouais. sans apporter Mais- de nouveautés Bah, par rapport à avant. quoi. en vrai, si il explore, je pense le parallèle qu'il peut faire avec les créatures, c'est on peut le faire avec les mammifères marins comme les baleines ou les dauphins qui ont un système de communication très évolué. Ouais. Et je pense qu'il y a et vu la période du coup du film, bon là j'ai peut-être que j'extrapole mais le film intervient à la même période où du coup il y a toujours les mêmes gros soucis par rapport du coup aux pêcheurs japonais dans les eaux en tout cas Ouais. entre la Chine et la Corée qui Les eaux internationales, là. ouais, Ouais. et où il y a tout le gars, mais comment il s'appelle le gars et où je sais plus mais en tout cas où il y a de la Pour baleine. il y a de la pêche, Ouais. ouais, il y a la pêche au requin, il y a il y a du bref, il y a du braconnage, etc. de mammifères marins. Et je pense que vu la période dont sort le film, je pense que c'est en partie quelque chose là-bas. Sans vouloir bien sûr extrapoler, mais vu que c'est Ouais, quelque- Watson. J'ai Mais- pas Ouais. vu ça. Ouais, moi non ouais. plus. En fait, Ok. je trouve que effectivement, par rapport à, enfin, à contrario, pardon, d'Okja, Okja était un film. Enfin, si je vous dis Okja, vous allez tout de suite penser à la cause animale. Alors que pour moi, le Mickey 17, le discours autour de la maltraitance animale fait partie d'une mosaïque de satire. de colonisation en De- voilà. général, mais Oui, là, oui. animal. Mais du coup, je pourrais pas dire que c'est vraiment le thème du film ou même un des thèmes principaux du film. Je trouve que la satire est plus large chez Mickey 17. Du coup,
un peu moins subtil, moins travaillé, et ça je suis d'accord, la critique est assez facile. Parce que t'as en même temps le perso de Trump où il dénonce, en même temps les animaux, le truc du sang, tout ça, en même temps le perso de Robert Pattinson où c'est un double, il est exploité, etc. Nanana, le travail. Donc aborder les trois en même temps. Mais même plus que toi, puisque comme tu le dis, il y a la drogue. Puis là, c'est le truc de la drogue. Il y a la conquête de l'espace. Ouais. Là, on parle de Mickey 17, on est bien d'accord. Il aborde vraiment énormément de thématiques. Mais je trouve que, tu vois, par exemple... Mais est-ce que c'est pas un peu mâcher, cracher ce qu'il a... Justement, c'est qu'il en aborde trop, du coup, il s'y perd. Parce que justement, dans Snowpiercer, l'aspect justement de... On donne la drogue aux deux personnes auxquelles on a le plus besoin pour nous aider. Par contre, j'ai adoré Snowpiercer, mais par contre, j'ai trouvé ça super cheap. L'aspect de la drogue dans ce film, elle est pas très utile à mon goût. Après, moi, je vais avouer... À la fin, ok, mais bon, le bâton et la carotte à des lapins, c'est vu et revu et 1 milliard de fois revu, quoi. C'est vrai que le perso est défini que par ça, bon. Ouais, enfin, au bout d'un moment, il est pas capable de parler sans qu'il ait sa il est cam, pas quoi. défini que par ça en soi, parce que ça se voit que c'est La le gars meuf, qui a le plan, donc... La meuf, elle ne parle que si elle est sous emprise. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. Ouais. Et c'est... Je me demande justement par rapport, justement comme Noémie a dit, Mickey 17 où c'est mâché et recraché, où là dans Snowpiercer c'est un des seuls points où je peux dire que vas-y c'est cheap en fait. L'aspect de la drogue elle est vachement cheap. Okay. En plus, genre moi ce que j'avais peur aussi avec Mickey 17 c'est que on comprend très vite que la drogue c'est pas bien parce que en plus c'est une denrée rare et tout etc. Et du coup moi j'avais peur qu'ils en fassent un propos vraiment anti-drogue mais tout bête, genre vraiment juste la drogue c'est mal. Au final les personnages principaux en prennent et s'amusent, donc en même temps genre t'as ce côté de l'aspect drogue pour le plaisir et drogue pas bien parce que ça altère la personnalité et puis ça rend addict, mais en même temps du coup genre en fait ça n'a pas vraiment de sous-texte qui amène à quelque chose quoi. Et elle est juste là pour être là. Oui, c'est là pour être là quoi. Alors que normalement Bong Joon-ho c'est pas ça, genre par exemple dans c'est justifié un minimum dans quoi. The Host on voit qu'au début du film la Tata elle est une championne de tir à l'arc, jusqu'au bout du film elle va s'en servir de cette corde là qu'elle a à son arc. Non mais voilà, et pour moi Bong Joon-ho il va au bout de ses intrigues, et pour le coup dans Mickey 17 il y en a trop, il peut pas aller au bout de toutes. Et puis quand il va au bout de certaines intrigues du coup vu qu'il y en a trop, ça va pas au bout du bout. Et ça nous laisse un peu sur notre faim, et du coup on n'empathie pas forcément bien avec les personnages. Je n'ai pas ressenti de peine ou quoi que ce soit face à la douleur le personnage féminin aussi de Asha, elle s'appelle Nasha. Installé très mal écrit que pour ça. En fait elle ne vit par contre qu'à travers, c'est ce que je reprochais un peu par contre à l'écriture du film pour le coup, elle ne vit qu'à travers le personnage de Robert Pattinson en fait même à la fin quand on voit un peu son exploit entre guillemets, elle le fait quand même parce que je veux dire sans lui elle aurait pas été elle serait pas allée jusque là en fait. Elle se serait peut-être pas donné les moyens d'aller jusque là. Alors qu'il peut très bien écrire des persos féminins. Alors qu'il peut très bien écrire des personnages féminins très, en fait, là, je pense très pas intéressants, quoi. Moi, j'ai pas et du coup, je trouvais ça dommage. Moi, j'ai pas trouvé Nasha foncièrement mal écrite, mais je pense que ce qui a fait qu'elle a cet aspect-là vraiment juste là pour le personnage masculin, c'est parce qu'on est dans la tête du personnage masculin. Si je pense que les rôles avaient été inversés, on avait été dans la tête de Nasha, ça aurait été Robert qui ne vit que pour elle, tu vois. Mais en l'occurrence, oui, du coup, c'est encore un personnage féminin et même qui n'est caractérisé que par son amour pour un homme. Moi, je suis pas d'accord parce que en plus aussi l'une des intrigues, l'intrigue qui sert le moins dans le film aussi, c'est l'espèce de rivalité qu'elle a avec l'autre meuf là, je sais plus. Oui, non, ça c'est et pareil en fait, je trouve qu'en fait toutes les femmes dans ce film en fait ne vivent qu'à travers l'existence d'un homme. Okay. Donc les deux là en fait j'ai bien fait de pas le voir donc les deux là elles sont écrites que par il y a plus dans le film mais oui, que c'est pour vrai que pour exister à travers Robert Pattinson, la femme du président, enfin du pseudo chef, et ben en fait elle n'existe pas vraiment. Bon, après lui non plus. Pour moi elle existe quand même dans le sens où elle le mène à la baguette un peu. Genre elle est un peu la personne qui va décider, mais on fait croire que c'est lui qui décide. Ouais, mais du coup regarde comment, enfin je veux dire elle du coup c'est l'archétype de la marâtre quoi. Ouais, mais justement pour moi ça correspond au cliché de la manipulatrice de la femme dans l'ombre, voilà. d'un homme au pouvoir quoi.
Ouais, mais du coup, enfin bref, je trouve ça pas intéressant non plus, quoi. Oui, Enfin, non, les personnages féminins sont très peu intéressants dans le film. Et mais voilà, malgré tout, je Après, trouve que elle parmi. est quand même très badass. mais voilà, mais Nasha aussi est extrêmement badass. Hein, Non, voilà. je parle de Nasha. Ah, l'autre, ok. Oui, ouais. Mais je trouve que parmi tous les films, il y a une sorte de mode là ces dernières années depuis en fait depuis l'élection de Trump. Je sais pas, les Américains, ça les a. Ils se sont dit tiens, on va faire des films politiques, alors que je veux dire la politique n'existe pas depuis 2016, mais bref. Ils se sont dit ok, mais on va faire des satires politiques et du coup il y a eu tout un mouvement là de films. Qui sont des satires un peu politiques comme ça, des parodies. Donc il y a eu Don't Look Up, il y a eu White Noise avec Noah Baumbach avec Adam Driver qui était un très 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 mauvais film, alors que Noah Baumbach peut faire des très bons films. Il a fait Marriage Story, il a fait les Meyerowitz Stories avec Ben Stiller qui est un putain de film. C'est trop bien. Meyerowitz Story, je suis désolée, j'ai trop aimé. Ça m'étonne que t'aies aimé Marriage Story, tiens. Marriage Story, j'ai pas mal aimé. Non, Marriage Story, il est bien. J'ai vraiment aimé. Et alors je l'ai vu à sa sortie, je l'ai pas revu depuis, alors peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Dans le fait que ça soit un couple qui s'engueule constamment H24 et qui vivent que par rapport à ça, Ah non, moi ça non, me... justement, moi, c'est c'est une critique du rapport interpersonnel entre deux personnes mariées. Bah ouais. Oui. Ils vivent là contre bah ouais. C'est l'allégorie du divorce. Qu'est-ce que tu comprends pas? Juste la phrase, elle paraît c'est compliqué un peu pour bah ouais, et surtout je trouve que Je comprends pas le cinéma, Kylian. J'adore Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est un film où les deux personnages constamment s'engueulent et sont toxiques, mais l'un pour l'autre. Et dans Marriage Story, ils sont toxiques l'un pour l'autre. Comme le personnage d'Adam Driver n'est pas du tout, alors que c'est plus ou moins lui le personnage principal, n'est pas du tout dépeint comme une victime dans le couple, machin, alors même qu'en plus il me semble qu'il y a il a du mal aussi à voir son fils. Enfin, il y a un problème de garde, etc. Il me semble. On dépeint pas pour autant le personnage de Scarlett Johansson comme une manipulatrice féminine, machin. Elle a aussi ses torts, lui aussi a ses torts. Et c'est pas grave, tu vois. Et je trouve que là, c'est beaucoup plus intéressant. Puis en Bref, plus, dans le film, elle a son existence propre, puisque on la voit en dehors de Adam Driver avec son avocate, faire sa vie. Et du coup, alors Noah Baumbach s'est fait des très bons films. Et il a fait son dernier White Noise avec Adam Driver, encore une fois. Et c'est une satire un peu dans la même veine que Don't Look Up, un peu dans tout ce mouvement-là. Et je l'ai trouvé, c'était même pas détestable, c'était juste chiant, quoi. J'ai pas du tout aimé. Soporifique. Et voilà, bon, Don't Look Up, tu connais mon avis dessus. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec tous ces films-là et je trouve qu'il y a tout un mouvement autour de ça. D'ailleurs, tout le temps aussi avec des sous-intrigues un peu autour de la conquête spatiale ou du truc des chemtrails. Bref, toutes ces théories-là. Ça, c'est depuis les Gardiens de la Galaxie, je suis sûre. Et du coup, moi, j'avais extrêmement peur de Mickey 17 parce que je me suis dit, ouais, ça va être encore un film comme ça. Alors qu'en plus, je me dis, c'est dommage, il est pas américain. Il fait un film le film que tous les Américains font là en ce moment pour se donner une conscience politique. Enfin, j'avais un peu peur que ça devienne trop il avait pas prétentieux. besoin de ce film pour alors que voilà, exactement, voilà, je veux dire, il en a sous le capot, quoi. Mais du coup, j'avais peur de ça et je trouve que, alors c'est pas un film incroyable, mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal avec les a priori que je pouvais avoir en fait, de la démarche, quoi. Moi, c'est à l'inverse, j'avais très hâte de ce film parce que j'adore Bong Joon-ho, du coup. Mais il m'a un peu déçu, mais en même temps, genre, je me suis dit que j'avais peut-être de trop hautes attentes. Ouais. Parce que Parasite, alors que moi, c'était le contraire. Je sais qu'il a vraiment écrit en plusieurs années. Alors que Mickey 17, c'est inspiré d'un livre et il l'a pris. Mais moi, au contraire, quand j'ai vu Bong Joon-ho, j'aime beaucoup, donc je me suis dit cool, un nouveau film de Bong Joon-ho. Et après, quand j'ai vu en fait la démarche, le synopsis et puis la démarche autour, je me suis dit oh là là, ça va être un truc. Je pouvais me dire détestable et ça nouveau Snowpiercer possible, nouvelle pépite, c'est vraiment le film que j'attendais le plus de l'année et vraiment après moi j'ai descente pas a été dure. Snowpiercer, j'ai pas des trop hautes attentes. Ah non mais vraiment c'était fou. Mais attends, on ressortait de Parasite, je me disais le Covid est passé par là, il a peut-être eu le temps de réfléchir, d'écrire des trucs, machin. Je me suis dit, ça va être un retour grave en force. L'année prochaine, il a déjà un gros flop financier. On en parle déjà quasi plus, j'ai l'impression, alors qu'on est à peine fin de mois de mars. Lequel ? Moi, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais justement pas pour les bonnes raisons. Pour moi, les gens en parlent parce que Robert Pattinson, il est sexy. Nasha, elle est trop belle. L'amour, trop cool. En fait, on parle beaucoup aussi du fait. C'est pour ça qu'on en parle. On parle beaucoup du fait qu'il va pas rentabiliser, qu'il va pas être rentable. Enfin, c'est un film qui sera pas rentable, tu vois. Ça, on n'arrête pas de le dire. Ah oui, non, mais ça, alors, c'est sûr que ça a été. Ça, je m'en bats les couilles. Mais après, le fait que. Quoi, c'est Bong Joon-ho et il est revenu avec. Mais après, pour le coup, Bong Joon-ho a deux projets prévus pour l'année prochaine et l'année d'après. Un film d'animation, je crois. Ouais, un film d'animation et un film d'horreur, il me semble.
Ouais. Et donc, à mon avis, genre, c'était peut-être pas son plus gros projet des 3. Peut-être qu'il prend plus de temps pour écrire les 2 autres. Peut-être aussi que je le défends parce que je l'aime bien. Mais j'espère plus de lui dans le futur. Mais tu vois, aussi. et aussi, je me suis dit aussi, j'ai regardé, en regardant Mickey 17, bah du coup, dans le film, il y a Mark Ruffalo, il s'appelle, celui qui fait le chef. Ouais. Et du coup, il a joué aussi dans Pauvre créature. D'ailleurs, il a gagné l'Oscar du meilleur second rôle, il me semble, pour ce film. Des rôles de con. Et aussi, il joue que du coup, enfin dernièrement, il a joué toujours le même rôle, quoi. Oui. Parce que pareil, dans tous les films un peu satiriques dont je vous ai parlé, là, ce mouvement-là, et bah j'inclus aussi un peu Poor Things dedans, que j'ai du mal à apprécier aussi. Oh. Je pense que c'est des 3 entre White Noise, Don't Look Up et Poor Things. Je pense que Poor Things est le moins pire des 3. Ah, Poor Things c'est mon préféré. Hein. Mais moi j'ai critiquables. Moi oui, bien sûr, il y a tellement de choses critiquables. Mais voilà quoi. Mais Mark Ruffalo en ce moment il est abonné à ce genre de film aussi et on lui donne le même rôle dans ces films là aussi. Quand même, Mickey 17 il a des bons points parce qu'on l'a défoncé. On revient à la charge. Mais je trouve qu'il avait de bonnes idées. Genre oui mais juste le scénario en lui-même. Déjà j'ai rigolé en fait. Debout. Ah, franchement, le truc avec Robert Pattinson, les doubles et tout, je m'attendais. Mais en fait, l'idée en plus que les doubles ils aient tous une personnalité différente en fonction de ses traumas. Moi j'ai trouvé ça quand même. Je m'attendais à ce que ça avait vraiment le scénario pour que ça parte en vrille. Et c'est jamais parti en vrille. Donc peut-être que après c'est une fausse attente et peut-être que c'est. Faut pas non plus se dire que je voulais ce scénario et je l'ai pas eu. C'est pas ça que je dis. C'est juste genre vraiment le concept. Genre Okja. Mise en scène et tout, là j'ai rematé des scènes tout à l'heure, genre que ce soit des scènes dans le magasin ou enfin dans le sous-sol à Séoul et tout, où t'as du coup le porcelet qui se balade, qui fracasse tout sur son passage, tu vois, c'était vraiment des scènes fun et décalées. Et là, j'ai pas du tout retrouvé ça dans Mickey 17, tu vois. Je trouve qu'il y en avait quand même genre, qui était pas mal. Le seul moment vraiment que je retiens, du coup, c'était dans la bande-annonce, c'est quand ils découvrent qu'ils sont doubles, tu vois. Et c'est là où j'ai vu le seul un peu mouvement de caméra où j'étais là en mode c'est Bong Joon-ho, tu vois. Okay. Et derrière le reste, j'ai pas retrouvé à zéro moment la folie toute la bataille finale entre grosses guillemets. J'étais là en mode. J'ai trouvé que justement dans des subtilités, genre il y avait des petits détails un peu marrants qui ont changé un peu la donne. Genre par exemple le fait que l'imprimante elle re-rentre Robert Pattinson pour après parce qu'il y avait un défaut d'impression et tout, etc. C'était des petits trucs comme ça qui moi m'ont beaucoup plu. Mais effectivement il y a genre par exemple l'intrigue de la fille bisexuelle qui du coup avait une copine qui se fait buter, qui ensuite veut pécho Robert, mais au final elle abandonne et elle se trouve une autre copine. Mais au final, du coup, elle a un peu de jalousie, du coup, elle veut un peu les vendre. Enfin, genre, j'ai trouvé que ce personnage, vraiment, était creux. Il était vide. Rien, et puis l'intrigue ne sert à rien, vraiment. Et il était là juste pour, je sais pas, des fétichistes de bisexuels. Je sais pas pourquoi il était là, mais il ne servait à rien. Effectivement, genre, enfin, toute la scène où, justement, elle va voir... j'ai oublié le nom de l'autre perso. Nasha, ouais. Oui. Quand elle va voir Nasha en mode ouais bah tu gardes le 18, je prends le 17 et tout, mais en fait littéralement à ce moment-là ça apporte rien et puis c'est nul. Et enfin même elle en est à un point où genre enfin Pattinson il a refusé ses avances, genre Mickey 17 il a relancé les avances et il est en mode ouais mais moi je le veux et tout, genre mais finalement genre mis à part peut-être pour un aspect comique, et j'ai pas trouvé la scène si drôle que ça, genre en fait tout cet arc là oui voilà tu vois, c'est pas si drôle que ça. Non il y a des scènes qui étaient drôles, ouais. Non il y a des dialogues, quelques dialogues qui étaient drôles, mais l'arc là effectivement narrativement il apporte rien au film, en fait il y a pas mal de trucs narratifs qui franchement auraient pu être supprimés, de fou, et pour laisser beaucoup plus de place justement au perso de déjà qu'il est pas mal là, mais moi je m'attendais à encore plus de folie entre tous les Mickey. Sauf que finalement il y en a un parce que dans la bande-annonce ça nous montre qu'il y en a 2. Je m'attendais qu'il y en ait, je sais pas, 3, 4 à un moment d'affilée, que justement ça parte en vrille par rapport à ça. Le bordel. Et finalement, non quoi, genre. Après j'ai pas lu le roman, ça se trouve il a voulu être fidèle au roman, mais du coup dans ce cas il aurait mieux valu qu'il s'en écarte. Ouais. Mais attends, aussi truc un peu annexe là, mais j'y pense, mais aussi chez Bong Joon-ho toujours le côté bunker. Regarde le Snowpiercer, t'es dans un train. Oui. Là on est dans une sorte de base spatiale, un vaisseau, et dans Tokyo.
mais même Tokyo, du coup, j'ai pas vu. même Dans dans Parasite, le Dans sous-sol. Parasite, le sous-sol, The Mother, ils habitent dans un lieu comme ça aussi, hein, dans un appart Tokyo, bah, du coup, c'est en c'est- sous-sol c'est- aussi. C'est 3 histoires, mais son histoire, c'est un mec, je crois on appelle ça un Todoshi, je sais plus. Mais bref, c'est un gars qui est obligé de rester chez lui, sinon enfin il Ouais. a peur du soleil et tout, il a peur Mais de dehors. Du coup, c'est un gars qui est bloqué Dans chez lui, Tokyo, quoi. ouais. Ouais. C'est un Okodoshi. Okodoshi. Non, Okokimo truc. Ah, Ouais. c'est les Japonais qui arrivent pas à Ah, sortir de chez eux. Ouais. Ah, c'est des. Je vais chercher. Des Tomogotchi. Non. C'est Ouais. Des weebs. Non, 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 oh, T'es oh, horrible. calmons-nous. C'est des ikikomori. Ah oui, Hikikomori. Ok, mais aussi dans The Host. Parce que dans The Host, il y a les égouts. J'ai pas vu The Host. Ok, Mais bah, c'est du beaucoup, coup, c'est voilà. beaucoup de huis clos. Dans Ouais, Okja il aime, aussi, ouais. dans Okja aussi, il y a un côté un peu égout. Hein. Puis même aussi dans l'entreprise où il y a les animaux qui sont tous entassés. Du coup. Ouais, oui, mais c'est ça en fait. C'était ça, mon Ah, côté égout. ok. C'était le. Voilà. Mais du coup, c'est de l'extérieur au début et à la fin, ils arrivent généralement à en sortir. Du coup, parce que du coup, à la fin, Snowpiercer, ils réussissent à sortir du train. Ouais. Ah bah, ils sont Ouais, deux. dans la Mickey 17 aussi, dans Mi- Parasite aussi. Ouais. Bon, après, dans Parasite, le père reste enfermé. Dans, Mais- dans Tokyo aussi, finalement, ils réussissent à en Dans sortir. Mother, parce le que- dernier, elle prend le bus et tout. Je crois que le dernier plan, c'est quand elle est dans les champs. Ça revient au début, c'est pas ça Ouais. Donc au Si, final, mais ils c'est- sont plusieurs dans les champs. Au final, les films sont assez pessimistes dans l'intitulé même. À la fin, il y a un peu ce message d'espoir à chaque fois à la fin. Bah, où, il y a du coup, beaucoup les du- fins, enfin, c'est ces très fins- utopiste. Ces fins sont pas pessimistes généralement. Oui, hein. non, mais c'est son très- message est très dénonciateur. C'est et dénonciateur, très, mais je trouve que c'est très utopiste. je trouve pour pas quelqu'un, forcément je trouve pas. utopiste. Pour moi, genre, Je justement, trouve très il est- lucide. Ouais, il essaye d'amener à une meilleure société, je pense. Dans Memories of Murder, on est pleinement sur une utopie hein, de la part des policiers. Hein. Mais justement, je pense que le message de Bong Joon-ho n'est pas celui des policiers. Pour moi, Ouais. les policiers, eux, leur peuvent être utopie se utopistes. déconstruit quoi. Mais pour Bong Joon-ho, le message du film, c'est que bah, la police a été incompétente sur cette affaire. Le meurtrier court toujours. Il est toujours là. Et puis, genre, c'est Ouais. une histoire dont il faut Ouais, ça se tient. prendre Oui. exemple. Oui, ça se tient, ouais. Ça se tient. The Host. Oui, allons-y. Non. Non. J'ai pas vu. Et pour le coup, vraiment celui-là, comment dire, il réussit à prendre contrepartie de tout ce qu'il a, de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est fait avant. Et je sais pas du tout si par rapport à l'histoire de la Corée que j'ai vue tout à l'heure, mais j'aime bien l'idée que du coup, comme il est sorti en 2006. Oui. Et que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 2007 et 2017, les conservateurs du coup, de Corée sont revenus au pouvoir. Enfin, j'aime bien l'idée que du coup, le monstre, ça soit un peu ce retour là aussi. Du coup, le monstre du coup, il est très brutal, il bute tout le monde vraiment quand il arrive. Je sais pas si toi, parce que généralement dans les films de monstres, dans les films de kaiju et tout ça, c'est censé représenter quelque chose et le monstre est censé représenter symboliquement quelque chose. Je sais pas si pour toi ça représentait quelque chose. Alors oui, pour moi ça représente totalement quelque chose, mais pour moi c'est un truc à la Godzilla du coup, parce que Godzilla et du coup c'est un kaiju qui était censé représenter les bombes qui avaient été larguées sur le Japon. Donc pour toi c'est toujours Godzilla vibe. Alors pour moi en fait ce qui s'est passé, de l'inspiration même de The Host, c'est qu'il y a vraiment eu c'est quoi le Flénidate? J'aurais pu te dire. Je crois que c'est le du nom Flénidate, exact. je sais plus comment ça s'appelle, ou un liquide en tout cas très dangereux chimiquement pour l'espèce humaine et les poissons, qui a été rejeté dans le fleuve Han. Donc tout ça c'était vrai, ça a été un vrai fait. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on on a effectivement retrouvé des poissons mutants. Donc il y avait un poisson mutant en forme de S, je crois qu'ils avaient retrouvé. Okay. Et c'est ça qui a inspiré la forme du coup du kaiju de... C'est pas une légende urbaine du coup. Non, c'est vraiment arrivé. Enfin, Waouh, c'est au chat. Je trouve ça super morbide. je crois qu'il y a eu qu'un cas de poisson mutant, il me Ok, semble. ouais. Et c'est Bong Joon-ho a dit qu'en gros, il l'avait vu dans un article de journal. il me Ok, semble. ouais, On peut d'accord. considérer ça comme un kaiju. Bah du coup pour moi. C'est quoi kaiju généralement dans le sens approprié du terme? Kaiju, ça veut juste dire monstre en japonais. Monstre, ok, Ouais, ça veut juste littéralement monstre. Il n'y a dire pas de monstre. rapport de Ouais. taille spécifique. Non. Si, il y a un rapport de taille. Il me semble que c'est un monstre géant.
Non, kaiju ça veut juste dire monstre, mais dans la culture populaire, effectivement, à partir de Godzilla, on a fini par créer des catégories, effectivement, et ça finit par je crois, décrire effectivement les monstres géants comme... Ouais, pas t'as raison. vraiment géant, celui-là. Désignant des créatures étranges, particulièrement les monstres géants. Donc on a tous les deux d'accord. raison. Ouais, bah voilà. Comme quoi. Pas de concours par Parce que ici. du coup, C'est vague, les créatures géantes. Parce que du coup, dans The Host, c'est quand même un poisson géant, quoi. Ouais. C'est vrai que par rapport à ce qui devrait être, oui, c'est vrai que Mais c'est géant. effectivement, pour moi, justement, comme tu le dis, il y a un propos sur la société, puisque contrairement à Godzilla, où quand même le monstre est un peu agréable à regarder, dans The Host, il est vraiment immonde. J'ai pas aimé vraiment la dernière. Mais en même temps, elle est pas faite pour être aimée non plus. Non. Donc, Le monstre est vraiment, enfin c'est un mutant et tu le vois quoi. Ce n'est pas quelque chose d'agréable à regarder. non, vraiment pas. Et du coup, pour moi, genre justement, c'est un propos aussi de montrer aussi à quel point c'est moche ce que l'État peut faire. Et justement, l'État qui est montré comme vraiment incompétent, ils vont inventer un virus qui n'était pas là pour essayer de... Le Covid. C'est vrai qu'il y a très Covid vibe. Bah ouais, de dans ouf, la moi j'ai pensé scène tout de suite à ça. où hein. ils mettent tout le monde Alors que c'est dans un pré-Covid. centre, Bah ouais, en plus, c'est ça qui est. Mais on avait déjà eu l'ironie du la sort, grippe quoi. espagnole, par contre. Ouais, Mais on a déjà eu aussi la lèpre. Ah oui, Donc ouais, après, ouais. genre, oui, Ouais, on en a ouais, déjà il y a connu eu des virus. les épidémies, voilà, on en a eu plusieurs Mais oui, jusque-là. effectivement. La peste noire. hein. Oui. Alors, peste noire, c'est Par encore exemple. différent. C'est Ouais, mais encore c'est un peu l'épidémie. différent. Oui, mais. Qui a décimé genre la moitié de la Débat population. parallèle je crois, sur à les l'époque. Oui, oui, non, épidémies. mais. Le principe même du Qu'est-ce que virus, vous pensez c'est du H1N1 comparé à la peste ou un truc Ouais, comme ça. ouais, oui, ouais. Ça vient vraiment de la base animale. Oui, il y a un la côté, peste noire. il y a hein. un côté créé par notre société, machin. Ouais, ok. La peste noire, ça vient vraiment d'une molécule animale comme tu peux retrouver dans la morsure de chien par rapport à la gale, quoi. Ça vient vraiment de là, de la différence de la gale. peste. La gale ou de la peste, quoi. Donc, Mais vous du êtes- coup, ouais. oui, je l'ai vraiment perçu le côté critique de la société dans la figure du monstre. Mais du coup, c'est ça. Enfin, surtout du gouvernement, du coup. Ce qui était vraiment cool et ce que j'aime bien aussi dans les films de kaiju un peu comme ça et ce que fait surtout Shin Godzilla aussi et qui fait un peu du coup dans The Host, c'est l'aspect international du truc. J'adore vraiment quand les films comme ça ou qui ont censé avoir une ampleur planétaire ont vraiment une ampleur planétaire, tu vois. Donc là dans The Host, les Américains sont mentionnés. Je sais plus s'ils interviennent vraiment. Si, moi, ils interviennent, oui. je crois. Pour moi, c'est aussi une critique justement de l'armée américaine. Parce Ouais. que à chaque fois qu'ils interviennent, c'est pour faire des moves un peu pas ouf. Parce que c'est un ricain, du coup, Là, qui par a contre, lâché, oui, le, qui a en lâché fait, le truc. C'est un Américain qui donne l'ordre à un Coréen, enfin son subalterne coréen, de lâcher le Flénidat dans le fleuve. Et du coup, c'est ça qui va créer la mutation. Et aussi, je crois que les Américains vont essayer d'intervenir à quelques reprises. Et ce sera chargé d'échecs. C'est comme dans Mars Attack. J'adore. Ah, j'adore. Elle doit ramener Tim Burton. Mais dans Absolument. The tout. Host, On fait une V2. On fait une V2 de Tim Burton. V2 Tim Burton, allez, c'est parti. Allez, gros. Excusez-moi. Pardon, mais... Non, mais du coup, dans The Host, il y a une dualité aussi que du coup, moi, j'ai eu du mal un peu. C'est qu'il y a du coup le thème qui est principalement abordé, c'est l'incompétence de l'État face à un tel événement. Mais, Par l'inconnu. mais du coup, en fait, j'ai l'impression que la famille Park, du coup, prend en charge l'événement. Genre, c'est vraiment eux qui vont tuer le monstre, c'est eux qui vont le pourchasser pour sauver la petite fille. Et du coup, on voit bien qu'ils sont solides et tout, etc. Mais je sais pas si c'est une allégorie pour le peuple, pour dire qu'on est fort et tout, etc. Parce qu'en fait, c'est juste une famille qui déracine, Mais enfin, c'est qui met fin au monstre, quoi. Bah, c'est comme pas mal de ces films, c'est la famille sud-coréenne pauvre qui se Mais bat pour. Tu vois, dans Parasite, c'est une famille contre une autre famille. Ouais. Là, dans The Host, c'est une famille contre un monstre géant. Ouais. Genre, c'est comme à un moment dans le film, ils disent mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas envoyé l'armée? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas demandé aux organismes humanitaires et tout, etc., de vous aider? Et le personnage principal répond personne ne m'a écouté. Et ça, je veux bien l'entendre, c'est vrai. Mais d'un autre côté, genre, il y a quand même un monstre dont ils sont au courant et ils ne vont pas lancer un lance-roquette dessus. Enfin, je sais pas. La première chose qu'ils se disent qu'il faut faire, c'est de mettre un agent jaune pour le mettre fin à ses jours. Et du coup, ça, je pense que c'est une critique de l'État qui, justement, pour tester ses armes chimiques, va utiliser tous les prétextes possibles. Mais en même temps, ils auraient pu terrasser le monstre très facilement.
avec les armes qu'ils avaient. Et le film aurait duré 20 minutes. Mais oui, mais justement, c'est pour ça que pour moi, il y a une petite non-concordance parce qu'il aurait fallu nous expliquer pourquoi est-ce que justement il y a toute cette quête-là et pourquoi il n'a pas été tué plus tôt, le monstre, par l'armée. C'est vrai. Mais ouais, parce que par rapport au nombre, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Bah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Oui, il y a qu'un seul monstre. Il y a qu'un seul monstre en tout, on est d'accord. Oui. Ouais. Qui fait beaucoup de dégâts en plus. Mais vraiment dans la scène d'intro du monstre qui intervient à 10 minutes, je crois, à peu près, alors que d'habitude, tous les Godzilla, tout ça, on montre d'abord une petite jambe, après une petite tête. Pas Minus One, justement. Minus One, dans les 5 Ouais, minutes, t'as Godzilla, il arrive, il fait. Dans Minus One, on le connaît. Oui, Godzilla. il est connu, c'est sûr. Mais même, parce que tu vois, Shin Godzilla, ça met quand même beaucoup de temps à ce qu'il apparaisse. Genre, parce que je pense à ce que je comprends, ça va être le plus proche, en fait, Shin Godzilla de The Host. Ben, il faut bien attendre genre 40 minutes de bureaucratie jusqu'à que tu vois le monstre, tu vois, dans Shin Godzilla. Dans The Host, ça arrive vraiment très tôt. Dans The Host, t'as à peine le temps de connaître le personnage principal qu'il est déjà dans le pétrin. D'accord, ok. Ah, un peu comme dans... c'est quoi déjà ce film-là Sans un bruit. Oui. Et pareil, là, dès la scène d'intro, t'as le monstre qui arrive et t'as en tout cas le plot principal du film qui est mis en jeu comme ça. Le monstre aussi a un peu... peut-être qu'ils se sont inspirés, mais le monstre a un peu la même DA. Genre c'est à la DA Stranger Things aussi. C'est vraiment un monstre qui a une gueule qui s'ouvre comme ça en 4. Ouais, et qui va... Mais en fait, c'est la DA The Thing. Hein. C'est The Thing qui a, au début des années 80 qui a balancé pour la première fois l'idée d'un monstre qui... parce que je sais pas si vous avez tous vu The Thing autour de cette table. Pas du tout. Si. Et du coup, en fait, la créature, elle peut prendre la forme de n'importe quel être humain qu'elle tue. Comme dans Mars Attack. Je le répète. Et du coup, quand elle va attaquer, de la même manière, effectivement, que voilà, par exemple, dans Stranger Things, le Demogorgon, t'as soit le poitrail ou une partie du corps qui va s'ouvrir et t'as quelque chose qui va sortir pour tuer. Et ça, c'est un truc, effectivement, qui est venu avec The Thing, ouais. Mais c'est en vrai, moi, c'est un truc que j'adore dans le cinéma d'horreur, genre tous ces trucs-là où t'as un corps qui se déforme et là, t'as un truc qui sort d'un endroit où ça devrait pas sortir. J'aime énormément. Ça dégoûte, ouais. ça dégoûte. Ah, tu dégoûtes. Tu dégoûtes. Et du coup, ce que je voulais aborder aussi pour sortir un peu de Bong Joon-ho et plutôt dans le cinéma sud-coréen en général, qu'est-ce qui le différencie un peu des autres? Je sais que Maza, toi, t'aimes beaucoup. Elle se réveille. T'aimes beaucoup Park Chan-wook. Ouais. Pour toi, ça serait quoi la principale différence entre les deux dans leur parce que c'est vraiment les deux plus connus qui sont arrivés dans les années 2000 quoi et qui ont relancé le truc un peu à l'international. C'est quoi un peu pour toi la différence? On peut rappeler pour nos auditeurs ce qu'a réalisé Park Chan-wook. Exactement. Ouais. Old Boy, Mademoiselle, Decision to Live principalement, voilà. Donc, principalement. Plus d'enthousiasme. All Boys qui est, je pense, sont plus connus de toute manière. Oui. En vrai, The Handmaiden, il est quand même. Ouais. Mais l'autre, le film d'amour là. Decision to Live. Non. Decision to Live, ouais, c'est pas trop film d'amour. C'est celui que t'adores là. L'amour impossible. Là où il y a tout le temps des ralentis. Ah, mais ça, c'est Wong Kar-wai. Ah oui, non, ça c'est pas du tout. Il est perdu. C'est hongkongais. C'est vraiment. C'est un peu problématique ce que tu viens de faire, mais. Non. Non, mais c'est asiatique, tu connais, tu comprends. Non, mais d'accord, c'est bien, Kylian, c'est bien, on a compris. Je suis japonais, je suis enfant du soleil levant. En fait, je trouve qu'il y a un côté très, je l'ai dit tout à l'heure, mais très psychologique, même dans les films d'amour en fait. Par exemple, Wong Kar-wai, alors que c'est pas des films, des thrillers ou quoi, enfin en tout cas pas tous, très loin de là, c'est très très psychologique et extrêmement atmosphérique. Et je trouve que c'est vrai chez Park Chan-wook aussi, tu vois. Et c'est vrai aussi dans certains films de Bong Joon-ho. C'est encore plus vrai chez Wong Kar-wai, lui c'est sa patte artistique. Mais c'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs un film de Wong Kar-wai, c'est son côté très... il y a une vibe Wong Kar-wai, quoi. D'ailleurs, il y a... j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que sur Insta, il y a un filtre qui s'appelle... Il y a quelqu'un qui a fait un filtre qui s'appelle Wong Kar-wai, quoi. Enfin, on peut résumer... on pourrait faire contenir toute son esthétique dans un filtre Insta. Enfin, voilà, c'est très atmosphérique. Et du coup,
coup, voilà, moi, c'est comme ça que Après, moi, je trouve que les films sud-coréens ont tous globalement un peu Après, la du coup, même moi, j'ai parlé de Wong esthétique. Kar-wai, il n'est pas sud-coréen, je Oui, parlais oui, non, de, oui. de cinéma asiatique en général. Mais moi, je trouve que les films sud-coréens ont globalement souvent la même esthétique. Où c'est genre, je pense à des films. Moi, j'ai vu beaucoup de films d'action, surtout coréens. Donc, Old Boy, bon, Bong Joon-ho aussi, du coup. Mais surtout Old Boy, Ballerina, The Villainess. Annie et mon frère Il a aussi. fait- Il a fait Grandmaster aussi, je crois, par Chan-wook. Moi, je parle pas de Park Chan-wook, je parle Grandmaster, vraiment de c'est films Wong Kar-wai. sud-coréens. Truc de fou. Oh, le fail. Oh là Mais là, du le coup, voilà, double fail. et du coup, je trouve que globalement, genre, je pourrais différencier un film sud-coréen d'un film japonais ou hongkongais Tu penses par son esthétique, oui, Ok. honnêtement. On va te tester. Je connais pas Vous pouvez, encore je assez pense. le cinéma japonais. Je me suis pas encore aventuré trop. trouve que J'ai pas votre rapport à vous par rapport Les à ça. Japonais, ils ont beaucoup une esthétique de contemplation, d'innocence, et Ouais. un peu cette vibe d'été, souvent. Ouais, Alors ouais. que les Sud-Coréens, justement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de huis clos, il y a beaucoup de thématiques un peu, genre, dark. Je trouve il y a tout un pan du cinéma japonais où on parle beaucoup des générations. Oui. Des très conflits teenage. intergénérationnels. C'est très teenage Non, aussi, non, hein. justement des conflits intergénérationnels parce que vu qu'il y a quand même une population japonaise qui est assez vieillissante. Ouais, mais je trouve qu'elle a Et raison qu'en même aussi. temps... Ah ouais. J'ai vu énormément de films japonais sur les teenage Tous les- romains. Après, les films japonais que j'ai vus, j'ai c'est pas vu beaucoup extrêmement de teenage, j'ai pas vu beaucoup de teenage movies japonais. Après, par exemple, j'ai pas vu les K-dramas non plus, tu vois. Ouais. Donc tout ça, j'ai aucune. Mais les K-dramas, c'est une esthétique encore Oui, oui, ça, propre aux c'est K-dramas. encore voilà, différent. mais tu vois, genre, c'est tout un truc dont j'ai pas les codes. Mm. Mais il y a beaucoup de. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup ce. Parce que la majorité des films japonais que j'ai vus, c'est très teenage et la plupart, justement, ça veut détruire un petit peu les codes qui sont extrêmement différents des parents, justement, où les parents, c'est truc à la con, pas de sexe avant le mariage, où là, les teenage, c'est là genre, c'est super tabou, mais on va le faire quand même, quoi. Ouais, mais après, Mais ça, c'est c'est un peu propre aux teenage movies en général. De quoi Ce truc de Bah, en fait- justement le conflit avec enfin le fait de vouloir faire ce que les parents ne disent qu'ils doivent pas faire. Ouais, mais d'autant plus au Japon, elle a Oui, raison, je trouve. ouais. Parce que c'est là où vraiment les parents mettent beaucoup de pression à leurs Oui, enfants. oui, C'est bien eux sûr, qui ont le plus haut taux de suicide. Et puis c'est surtout, ils ont vraiment un. Enfin, même les Sud-Coréens, en fait, c'est peut-être eux, finalement. Mais bref. Ils ont surtout aussi un culte, comme je le disais, de l'innocence. Où, bah, par exemple, dans leurs Oui, c'est vrai. critères de beauté, il faut avoir les dents un peu déformées. Oui. Il faut avoir un visage enfantin, des grosses joues. Ouais. Etc. Mais en même temps, avec cette dualité où il faut quand même être une fille avec des formes. Et c'est tout un. Enfin, je trouve que la dualité dans les films japonais, elle se ressent très bien. Genre, comparé aux films coréens où ça va être vraiment plus subtil. C'est beaucoup plus lourd, quand même. Enfin, ça dépend. Il y a des films japonais très lourds, moi, je trouve. Genre, J'en ai pas trop vu, moi. je pense à The Forest of Love, mais c'est un film ou The Audition. C'est des films un peu gore. Oh, Audition, oh là là. C'est des films un peu gore qui Audition, sont ouais. très lourds dans leur manière, enfin dans les thématiques qu'ils abordent. Bah, je sais pas, moi, en film japonais, je pense à Memories of Partition, où vraiment, là, c'est très enfantin, très teenage. Et il y a eu un truc à peu près similaire, toujours sur l'aspect du conservatoire, la meuf en maîtrise de musique qui fait du chant lyrique et qui fait du piano. Là, par contre, production coréenne, où là, par contre, elle se fait martyriser, mais psychologiquement. Ah non, par contre, oui. Alors que dans Memories of Partition, vraiment l'original en japonais, où là c'est vraiment jeune fille qui devient progressivement une femme selon les dires des personnages masculins, douces et tout, machin ci, machin ça. C'est vraiment en fait à partir de ce film-là qui a été repris en Corée. Vraiment, je me suis dit, ok, il y a vraiment une grosse différence quand même entre Tu soulèves un vrai point, parce Ouais. que dans les films coréens, il y a énormément de mise en scène de harcèlement scolaire, Oui, parce oui, oui. qu'ils ont vraiment un gros problème. Parce que la meuf dans Memories of Partition en Corée, là, elle en chie de ouf. Hein. Dans les films japonais aussi des années 2000, par là, il y a énormément aussi de bullying, et dans les séries aussi de cette époque. Et je pense que c'est une thématique où en Asie du Sud, ils sont vraiment... Enfin, en Asie du Sud, en Asie en général. Enfin, pas forcément. Je pense à l'Asie... comment dire ? Je pense à la Chine, le Japon et la Corée, du coup, où le harcèlement, il peut être vraiment hardcore. Ouais. À un point que nous, on n'a pas forcément...
Genre, on va pas forcément le recréer des films de ce point de vue-là en France. Je dois intervenir. Monsieur, Non, mais t'as c'est une des- unicité. Non, franchement, c'est anti-harcèlement. Oui, mais je veux dire, genre, On le va faire des harcèlement petites activités en Corée, ludiques, genre, moi, les tu vas histoires, elles voir, sont vraiment... Récemment, en plus, il y a eu une série Netflix Après le coréenne sur 30-18. le harcèlement sur une femme qui s'est fait harceler toute son enfance et qui se prend 10 ans pour se venger de ce harcèlement. Enfin, Ok. c'est vraiment très récurrent, le thème coup, du harcèlement. C'est un K-drama du coup Ouais, ou- c'est un ouais, K-drama. ok, ouais. Mais du coup, ce n'est pas un K-drama romance, love. Oui, C'est un K-drama... Enfin, il y a quand même de la romance, mais c'est un K-drama Mais sur la vengeance. il y a beaucoup de sous-genres, de toute façon, dans le K-drama, c'est un peu un Oui, genre oui, full totalement. tout où il y a. Bah, comme l'aspect historique, biopique et tout. Oui, bah oui, voilà, c'est des. C'est juste les séries coréennes, c'est comme la Ouais, K-pop. ouais, voilà. Mais Ça, du coup, voilà. ça veut tout et rien dire. Mais moi, je voulais revenir sur un truc. Bon, maintenant. Hop, ouais, je fais tomber un truc, c'est pas grave. Mais ça fait un petit moment que ça a été dit, et c'est toi, Mazarine, qui l'a dit. Tu as parlé des frères Cohen, justement. Et en fait, bah, je voulais revenir en fait, sur Memories of Murder, peut-être une dernière fois, parce que pour moi, Memories of Murder est très intéressant, justement, et c'est pour ça que je voulais en venir, parce que tu en viennes aux frères Cohen, parce que finalement, j'avais pas fait la connexion, mais je l'ai fait là. Bah, en fait, pour moi, c'est un genre de néo-western, en fait, Memories of Murder. C'est-à-dire, ça se passe dans un champ. Bah, on va dire qu'on a deux shérifs qui font un peu leur loi. Oui, donc le les petit village deux, un peu paumé. Ouais, voilà. Ouais, et, je vois, ouais. et les deux personnages, c'est carrément des. Enfin, récemment, là, j'ai vu. J'ai plus le nom du film, mais c'est un film avec Steve McQueen, du coup, parce que bah, pour l'occasion de son anniversaire sur Arte, ça avait repassé un western avec Steve McQueen. Et du coup, où pareil, on va dire, il y a les shérifs qui font un peu leur loi, qui sont ultra violents, etc., dans un village et tout. Et c'est un truc. Il y a pareil dans Impitoyable de Clint Eastwood d'ailleurs. C'est un peu No Country for Old Men aussi. Hein. Oui, voilà, c'est Ouais. ça, tout le côté un peu néo-western justement, et qu'on va retrouver, en fait, je trouve qu'on retrouve pas mal chez Bong Joon-ho. Il y a beaucoup de ces films qui prennent du néo-western et qu'on peut rapprocher du western, surtout au niveau des inspi visuels. Tu trouves Ouais, pour moi, il y a énormément énormément du western, ouais, chez Bong Joon-ho. Moi, je trouve pas. Hein. Et À part dans. Effectivement, je suis d'accord avec Ouais. lui dans Memories of Murder. Ouais. Après, un petit peu dans Mother, dans la méthode où la mère et le mec qu'elle embauche, la manière dont ils ont d'enquêter, je vois ce qu'il veut dire. Moi, je trouve pas. Pour moi, ça tient du polar ou du thriller, mais je trouve pas que ça tient du Ouais, mais western. c'est basé aussi d'un certain genre aussi. Bah, ça dépend de où tu tournes. Là, il a parlé de Chamblay et tout, dans un endroit un peu. Ouais, mais parce que c'était Des sur les enquêtes où lieux flics qui réels. tabassent quand même un jeune qui a rien demandé aussi. Hein. Je pense pas que c'était d'influence. Oui, mais justement, pour moi, c'est la corruption de ces années-là. C'était la police de ces années-là. Après, peut-être que la police de ces mais années-là, je la jouais un peu cow-boy. Mais pour moi, c'était pas un style western dans la manière de filmer. C'est juste que les policiers de cette année-là, ils étaient un peu. Il y a quand même cette référence, tu vois. Et je pensais Moi, je vois pas. Désolée. Je pensais à Mickey 17 aussi parce que t'as tout le. En fait, pour moi Mickey 17, il y a énormément de John Ford dedans. Genre, c'est. Tout le truc de. T'arrives sur un territoire qui est pas loin et tu te bats avec les habitants natifs et ça peut être. Mais du coup, pour moi, c'est pas western, ça, c'est de la colonisation. Oui, mais justement. Qui est un truc très thématique de western. La conquête de l'Ouest. Mais c'est thématique dans le western, mais c'est thématique aussi dans d'autres genres. Ouais, mais c'est quand même un truc central dans le western, justement. Oui, mais justement, c'est central dans le western. Mais c'est pas parce que c'est central dans le western que ça peut pas être utilisé dans d'autres genres. C'est le western qui a décidé de centraliser ça. Ouais. Mais pour moi, c'est pas parce que tu critiques la colonisation que tu fais du western, forcément. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est par rapport aussi à l'aspect visuel, c'est-à-dire que t'as vraiment dans Mickey 17, t'as des trucs avec des gros troupeaux, etc. Et ben moi, ça m'a fait penser simplement. Là, je peux ça m'a capter. fait penser à du John Ford, en fait, dans l'aspect esthétique, moi, dans mon ressenti. Parce que moi, le western, c'est genre le genre de film que j'en ai vu le plus. J'en ai vu, je pense, plus d'une 50aine maintenant dans ma vie, des westerns. Et du coup, c'est vraiment le genre avec lequel je me réfère en général. Et moi, j'ai vu énormément de John Ford. Pour moi, le troupeau, c'était pas dans une volonté de représenter le western, mais plutôt, justement, c'était dans un copier-coller d'Okja pour montrer. Tu vois, dans Okja, il y a ce moment où on va voir dans l'enclos toutes les bêtes qui sont les unes contre les autres.
et qui vont se préparer à mourir en fait finalement. Ok. Ouais. Et du coup pour moi genre cet instant il était vraiment très fort et pour moi dans Mickey 17 il a voulu un peu reproduire cet instant là mais pas dans le sens où dans le sens où il se prépare aussi à mourir mais c'est aussi dans le sens où là et c'est pas de la main des humains dont ils s'apprêtent à mourir enfin un peu quand même mais je veux dire c'est pour montrer que ils sont solidaires et ils sont tous ensemble quoi. Mais du coup pour moi genre j'ai pas vu du western en vrai mais peut-être que j'ai tort. Mais voilà, moi, Peut-être que vous avez tous les deux Mais- On ira demander à Bong Joon-ho, on lui demandera. Je pense que c'est pas une question de tort, c'est juste une question de ressenti. Moi, c'est ce que je retrouve avec mes bases culturelles. Et vu que t'en as des bases culturelles différentes que moi, J'ai forcément, quelques bases en western. Hein. Ouais. Ouais, mais... Ok. Mais Parce voilà, que mon mais grand-père était fan, Ok, donc cite-moi 3 ok. westerns. j'ai vu... T'es fan de western, c'est moi tous les westerns. Est-ce que vous avez d'autres choses à aborder sur Sur le Bong Joon-ho réalisateur de l'émission? Je pense qu'il faut quand même souligner qu'il a quand même remis la lumière sur le cinéma sud-coréen. Oui, ça clairement oui. Et du coup, Il a mis la lumière sur ce ça grand, reste un réalisateur à suivre, ça reste un réalisateur qui a de bonnes idées et qui nous a montré qu'il était capable de produire ce qui pour moi est des chefs-d'œuvre. Après, pour d'autres personnes, ça peut ne pas en être. Mais du coup, pour moi, c'est un réalisateur que même si on a été déçu par Mickey 17, il faut continuer à suivre. Moi je l'ai pas encore vu, faut que je le voie encore. Et si on invite tout le monde à aller voir du coup son interview Combini parce que c'est un mec il est vraiment passionné de cinéma et ça se voit et il en parle d'une façon genre t'es en mode mais genre vraiment j'aimerais parler des heures avec lui de ciné parce que ça se voit qu'il a des bases culturelles et mais de partout il s'y connaît en cinéma français en cinéma américain tu vois qu'il pioche de partout. Mais Et c'est ce qui fait peut-être, je pense, sa force. Même dans Parasite, quand on regarde le storyboard qu'il a créé, tu regardes ses dessins et parfois c'est scène pour scène. Genre il a vraiment fait des scènes fidèles à l'idée qu'il avait en tête. Et je trouve ça phénoménal de parvenir à reproduire autant ce qu'on voulait comme idée de base. Mais je pense que c'est vraiment, de toute façon, comme tu l'as dit, vu qu'il a mis la lumière, c'est le plus connu. Du coup, c'est une magnifique porte d'entrée pour ce cinéma-là. Avec Park Chan-wook aussi et je pense que je vais continuer dans le cinéma sud-coréen franchement je vous conseille les films d'action parce qu'ils les font très bien, les chorégraphies elles sont incroyables, genre les trucs I Meet the Devil je crois que ça c'est vraiment pour coréen pour le coup je vous jure là je me suis renseigné je l'ai même noté, je crois c'est Kim Ji-won. Du coup, vous avez déjà entendu parler de J'ai rencontré le diable et tout. Ça me dit rien pour l'instant là. Donc, vraiment, du coup, grâce à. J'allais dire merci à Bong Joon-ho de m'avoir fait découvrir The Cure, qui est du coup pas son film. Vraiment pas. Gros. Mais du coup, j'ai regardé ça hier. Je pense que c'est vraiment. J'ai pas vu un film comme ça depuis longtemps. C'est vraiment ma découverte de l'année. C'est con que ça soit pas Bong Joon-ho du coup. Mais merci pour avoir eu cette inspiration en tout cas pour mes Après, moi je peux vous inviter. Alors attendez. Il y a une série sud-coréenne qui était vraiment très bien, qui était notamment sur Disney+. Ça s'appelle Les Pouvoirs de l'ombre. Les Pouvoirs de l'ombre, c'est une série sud-coréenne que je vous invite à voir, qui est vraiment très sympa. Et t'avais dit Ballerina aussi, c'est cool. Ballerina, c'est vraiment cool. Okay. C'est un film d'action du coup qui, pour moi, est extrêmement bien chorégraphié. Les plans sont très beaux. Et l'histoire, pour un film d'action, parce que généralement les films d'action, ils ont une histoire vraiment bateau, juste pour montrer des gens qui se battent dessus. Et du coup, l'histoire de Ballerina, elle dénonce vraiment des faits de société en Corée du Sud. Et c'est une femme, l'actrice principale. Et du coup, ça, c'est très... Ça, en vrai, les films d'action sud-coréens, ils aiment beaucoup mettre les femmes à l'honneur. Dans The Villainess aussi, c'est une femme qui va se battre. Ou dans My Name aussi, c'est une série qui est sortie récemment. Et c'était une femme à l'honneur. Ou même la série dont je vous ai parlé, là, sur My Netflix, Name, c'est pas la meuf harcèlement. qui veut se venger de ses harceleurs? My Name, non, c'est son père qui est décédé parce qu'il était dans un gang. Et du coup, elle va décider de venger la mort de son père. Ok, je confonds alors. Mais la meuf qui veut se venger de son harcèlement aussi, c'est très bien. Genre, la série est vraiment très, très elle bien. est vraiment cool, ouais. C'est The Glory. Ah, voilà. Dans The Glory aussi, c'est une femme qui est mise à l'honneur et du coup, c'est vraiment cool. Ok,
qui De était toute vraiment façon, sympa. déjà dans Bong Joon-ho, The Mother, la mère, Okja, la perso principale qui défend le porcelet, c'est une adolescente aussi. La meuf dans Parking Dog. Dans Parasite aussi, il y a la sœur et la mère. Merci Bong Joon-ho pour tous les travaux que tu as commis. Le jeu Le jeu. Bon, ça va être hyper rapide. Hein. J'ai 3 questions. 3 devine qui je suis. Ah putain, j'aime pas ça. Mais c'est la seule fois où je l'avais fait, c'était pour Sofia Coppola. J'ai- J'arrivais pas à trouver le concept. J'ai pas vu la moitié des films. Après, vu que niveau bande originale et musique, en vrai, on en a pas trop parlé, mais c'est pas qu'il y a un peu pas trop de trucs reconnaissables entre les films, mais je pense que ça allait être hyper compliqué là. Moi, elle m'a marqué quand même la musique de Memories of Murder. J'ai trouvé vraiment intéressante. Tu crois que tu la reconnaîtrais parmi ouais. Bon. Clairement pas. Ouais, moi, je mon suis cas. particulièrement pas marquée par la musique. Donc, Ouais, enfin, musique de film, c'est pas trop mon truc. Hein. Mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est plutôt me mettre 3 bandes annonces. Et le premier qui dit la bande annonce Allez. par rapport à un film. Bref, on commence par les questions, les 3 questions. Qui est l'acteur qui apparaît le plus dans les films de Bong Joon-ho? Ah, j'ai pas son nom. J'ai pas son nom non plus, je suis trop nulle pour reconnaître les noms. C'est le Pas pour piège, retenir les noms. On sait tous qui c'est, on sait tous qui c'est. Tu fais chier, sérieux. Dans Memories of Murder, dans Parasite, dans The Oz, dans Snowpiercer. Tu fais trop chier, gros. Ouais. Moi, Personne je n'aura son nom. Moi, je suis sûr Mazarine, elle connaît. Mais on le Non, connaît j'ai pas tous, le mais nom. on n'a pas le nom. Non, tout le monde là, mais en vrai, je pense que personne bizarre. n'aura le nom. Bon. Malheureusement. Joker. Song Kang-ho. Ok, ouais. Qui a fait le plus de films entre Bong Joon-ho et Park Chan-wook? Par Chanouk. Non, moi je dirais Bong Joon-ho. Moi, je dirais Park Chan-wook. Il en a pas fait beaucoup par Chan-wook. Ouais, mais bon, Je partirais par Chanouk aussi, ouais. Il n'en a pas fait beaucoup, mais il en a fait un de plus. Ah. Il en a fait 10. Allez. Je parle de long métrage après. D'accord, ouais. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, j'avais aussi en tête que. Oui, Avec les cours, oui. ouais. Bah oui, bah vous parliez de son court-métrage tout à l'heure, il y en avait un dont vous aviez parlé, non? On n'a pas trop parlé de Tokyo, c'est vrai en plus. Hein. Bah après, le truc c'est que c'est avec. Et par Chan-wook, je crois qu'il en a pas fait qu'on connaisse. Donc... Oui, il y en a Ouais. beaucoup encore Qu'on a très pas trouvé. obscurs. Hein. Après, il n'y a pas grand chose à dire parce que du coup, Tokyo c'est divisé en 3. Un Léo Scarax, un Michel Gondry et un Park Chan-wook. J'ai pas trop réussi à affilier les 3 dans. Bah, du coup, les 3 parlent de Tokyo en soi. Mais J'ai après, mis à tellement part préféré ça, celui de Michel Gondry. Pareil. Oh, celui de Bong Joon-ho. Vas-y, mais non, merci. Ok, donc c'est ceux qui ont Park Chan-wook qui ont gagné. Je sais pas qui a dit Park Chan-wook là-dedans. Tous sauf Mazarine. Tous. Tiens. C'était attendu. J'ai dit en première. Est-ce que j'ai le droit à 2 points? Oh, ça aussi c'est. Je pars tout le temps les jeux. Vas-y, tu peux m'accorder 2 points. Dans la combienième cérémonie des Oscars, Ouais, gros. Parasite a tout raflé? 2019 ? Non, c'est. Non, attends. C'est celle non, de- c'était- C'est 2020, c'est 2020. Mais la combienième cérémonie À Ah, combienième je sais pas, on tente. 10e. Et oui, il y en a autant. Franchement, c'est le premier qui trouve. Ouais, parce que c'est Ouais. plus. Oui, Ouais, 75e. Non, 80 non, 42. plus. Ah. 42, ça n'existe pas. Ça, Eh bah oui. 85 Plus. 90 102. Propose tout. 102. Moins, 101. moins, 100. moins. 99. Il y a que elle qui joue. 98. 92, allez. Putain, mais t'aurais pu Ok, me laisser aller ouais. jusqu'à 92. Bref, c'est les 3 seules questions que j'ai réussi à trouver. Connard. J'ai Je pas, suis déçu, Mais Kylian. quel Je connard. suis déçu. j'ai pas cherché longtemps. Je suis déçu. J'ai Je suis déçu. j'ai un peu plus sur les devines qui je suis. Ok, alors. Donc il faut je vais. Ok, donc c'est le même principe que la dernière fois pour ceux qui étaient pas là, genre Noémie, je crois. Non, du coup, je vais énoncer des phrases et il va falloir trouver le personnage, un des personnages du film. Et du coup, au fur et à mesure, ça enlève des points parce que je spécialise un peu plus au niveau des phrases. Si on dit juste le film, ça va? Ok. Non.
Toi, t'es gros. Après, je ne demande pas le nom du personnage, je me demande, genre, c'est la fille de, c'est le père de, machin. On verra qui Waouh. Waouh, t'es chiant. c'est. Ok, donc, première phrase. Je suis un personnage féminin qui n'est pas détestable. Dans Barking Dog, la meuf qui sauve les chiens. Non. Fuck. Bah, dans Okja, le personnage principal. Non. Dans Mother, la mère. Non. Je me suis dit, ça pourrait être ironique. Dans. Chacun une proposition pour la première phrase. Je sais pas pourquoi, mais j'oublie tout le temps le nom du perso dans Mickey 17. T'as pas ne dis pas le nom, juste. Justement, le perso féminin principal de Mickey 17. Non. Je suis vivante à la fin du film. Tokyo, la livreuse de pizza. Non. Mais il faut vraiment. J'ai vraiment insisté sur le terme de je suis vivante. Ah, ok. À la fin du film. La fille dans Parasite. Snowpiercer. Oui. La fille dans Snowpiercer. Oui. C'est le film que j'ai pas vu. Ah. Donc, dommage. on part sur un truc de 4, 3, 2, 1, donc 3 points. Oh. Parce qu'après, derrière, c'était mon père a un but précis pour changer les choses. Et la dernière, c'était mon père se shoot au chronol. Oui, bah, oui. Ok, donc ça fait 3 points pour Mazarine. Bravo. Deuxième film. Je suis un personnage masculin qui meurt dans le film. Donc ça peut être quel film? Le mec qui se fait tuer dans Parasite. Non. Memories of Murder. Sur la voie de rail. Ça pourrait, mais non. Bah Mickey 17 parce Non. qu'il meurt plein de fois. Ah, c'est à moi. Personnage masculin. Le père dans The Host. Le grand-père? Oui. Oui. Let's go. Putain, donc 4 points. Parce que derrière, je disais, je suis âgé. Et... J'allais dire le père du père au lieu de dire... Le père du Ouais, père du le père du grand-père. Ah, ouais. Ah non, 3 points parce que j'en ai mis que 3. Mais vas-y, on dit que c'est 4. C'est le papa de son papa. Ok. Mazarine nous quitte avant les 3 bandes annonces. Elle est en résistance totale face au sommeil qu'il impose. Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. C'est Parasite. C'est Parasite. Ouais, bon, c'est en VF, mais t'as capté. Ok, donc... Snowpiercer. Vraiment, elle l'a dit au pif. C'est quoi qui t'a fait dire Snowpiercer? Le bruit de Le bruit du neige, glacier. Ouais, c'est quoi il traverse la glace ça. Ouais, je me suis dit, ok, ça me rappelle la neige, la glace. Ouais, bah oui, oui, c'est donc, exactement la scène que j'avais en tête du coup. Pour une fois que le au pif marche avec moi, franchement, allez quoi. J'ai combien de points? C'est vrai que ça vaut combien de points ce truc? Parce que j'ai déjà un point. 3 Troisième... Ok. Top 7 des réalisateurs coréens. Top 7. Favé. On sait que c'est toi. 우리 수사밥도 먹는 거고 내가 다른 거 몰라도 이 사람 보는 눈은 있다는 거 알아. Memories of Murder. Ce au pif est. Mais c'est pas au pif. Très condescendant. C'est pas au pif, ça faisait cellule de prison. Ouais, de ouf. Un dernier mot. J'ai gagné, il a le seum. Oui, il a... bah, si on laissait le... Est-ce que Noémie, t'aurais une dernière chose vu que c'est ton réel préf? Waouh, vous savez... Non. Là, on sait pas pendant 15 minutes. Non, bah écoutez, moi je vous invite à suivre le travail de Bong Joon-ho et à regarder ses films. Parce que c'est trop bien, Bong Joon-ho. Voilà. Pas mal, ça. Parce que même ces films nuls, même si Kylian il est en mode, même ces films nuls, franchement ils sont bien. Franchement, non. Franchement pas. Ah, vous Il y a un abusez. moment donné, il y a un une limite. Après, j'ai pas vu Mother ni Barking Dog. Effectivement. J'ai pas vu Mother ni Barking Dog, mais Mickey 17 il est bien. Barking Dog, tu vas pas aimer. Là, je te jure, je pense que. Après, c'est son premier, il faut laisser le génie. Oui. Ouais, le génie qui bute des chiens. Machin. Mais c'était pas son pas meilleur. du génie. C'était
On n'était était pas, pas à son sur prime. du génialissime. Non, un dernier mot. Écoutez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Une bonne porte ouverte pour cinéma coréen. Et si on a... Je sais que c'est compliqué. Même des fois, moi aussi, je reste beaucoup dans le cinéma occidental et tout, français, américain. Mais vous encouragez à regarder autre chose. Donc voilà, Bong Joon-ho, du Park Chan-wook, aller dans du Kurosawa pour le Japon. Donc vraiment, ne pas se dire que ne pas se contenter au cinéma américain ou français comme on parle depuis le début finalement. Ouais. Mais voilà, partir sur autre chose et c'est ça un peu être intéressé par le cinéma là, genre l'art. Et tout. Le cinéma. Le 7e art. Les autres une histoire continents. Une histoire de popcorn. Le cinéma, c'est un peu les popcorn. Je t'explique, c'est comment vendre du coca. Mais oui, découvrez le cinéma asiatique en général, il est extrêmement fourni, Après, le extrêmement cinéma asiatique, bien. l'Asie, c'est vaste. Hein. C'est vaste, mais c'est pour ça. Il y a le cinéma indien. Oui, c'est vrai. En vrai, on est d'accord. même Bong Joon-ho, dans l'interview combinée, il utilise le terme cinéma asiatique parce qu'il sent comme une confrérie en fait avec tous ses collègues et franchement je pense que c'est un abus de langage parce que même je pense pas qu'ils sentent particulièrement une communauté avec le cinéma biélorusse, tu vois. Ouais, peut-être pas, mais c'est sûr, mais en même temps, est-ce qu'un mec, quand tu lui parles de cinéma asiatique, il pense au cinéma russe? Ok, genre géographiquement et géopolitiquement, indien, mais ouais, c'est sûr, différencier parce que c'est un nom spécial. Je l'avais mis le cinéma coréen d'entertaining. C'est le Hollywood. Ok. Genre, du coup, vraiment, c'est les trois gros monstres du cinéma mondial d'entertaining. C'est Hollywood, Hollywood et Bollywood, du coup, en indien. Mais du coup, ils ont vraiment un vrai nom. Moi, je l'avais jamais entendu parler avant, le Hollywood. Non, moi non plus. Donc, voilà. Sur ce, c'était un fin de mot là. Noémie est en train de dire au revoir. Tu dis au revoir au micro là, un peu pour la fin. Donc voilà, découvrez un tout autre cinéma qui est tout aussi intéressant. Au revoir Noémie. Les gens se barrent au fur et à mesure dans ce podcast. On est vraiment deux départs. Les gens ont une vie, Kylian. Peut-être qu'on va rester encore ici une trentaine de minutes. On sait pas. Moi je suis chaude pour une bière personnellement. Voilà, exactement. On va plutôt faire ça. Sur ce, la prochaine, ça sera très sûrement cinéma et jeux vidéo. Ouais, normalement. Que ça sera sûrement fin avril. Ou l'émission 100% féminine qui avait été proposée par Noémie et Mazarine. Ça sera sûrement la dernière de la saison 2 où je m'extriperai. Je sais pas, peut-être j'apparaîtrai en mode. C'est une idée très cool qui a été proposée du coup d'avoir une émission 100% féminine et du coup on vous laisserait 100% carte blanche et moi Kylian. J'adore l'idée. Ouais. Mais voilà, il reste plus que 2 émissions, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Peut-être la fin de l'émission. Et 2 épisodes sur la saison. Et n'oubliez pas, on a lancé un ciné-club à Sasquatch désormais, en plus de la 7ème prise. Du coup, c'est un projet qu'on travaille dans l'ombre avec Mazarine depuis plusieurs mois maintenant. Ça va faire 4 mois qu'on taffe dessus. Et du coup, ça s'appelle Ciné-Clubs. Première édition, 4 avril. Je pourrais ramener mon chien au Cap. Je ne sais pas, il faut voir avec le Cap. Mais pour le film La La Land. Et justement, en parlant de Bong Joon-ho, la seconde séance d'un ciné-club de cette année 2025, ce sera Parasite. Voilà, donc... Qu'on n'a pas beaucoup parlé, donc ça sera justement l'occasion d'aller les voir. Peut-être que tout est stratégique. De découvrir et de redécouvrir ce chef-d'œuvre de Bong Joon-ho. Je le savais, est-ce que tu le savais? Oui, je le savais.